Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Pierre Doré, ancien triathlète de l'équipe de France, cofondateur de la marque 0D, mais aussi très bon crossfitter aujourd'hui. Comme il était déjà passé dans 3 autres podcasts, j'ai cherché à les compléter. On a donc parlé de ses débuts en triathlon, à une époque sans GPS, d'humilité, du cancer qu'il a eu, de ce qui distingue 0D des autres marques, profil polarisé, de transmission. Bref, l'épisode est exceptionnel. Bonne dégustation. Salut Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, et écoute, ça va super bien, merci de m'inviter. Ouais, ça fait un moment que, comme je te disais, je te courais un peu après, mais j'avais écrit au mauvais endroit, on va dire, où tu es un peu moins actif. Ouais, LinkedIn. Voilà. Et donc, j'ai suivi pour m'intéresser à pas mal de sports, justement, un peu l'aventure 0D. Stéphanie avait parlé de toi dans l'épisode que j'avais fait avec elle aussi. Donc, j'avais plein de questions à te poser. Et donc, j'ai écouté les 3 podcasts où tu es passé. Donc, Ok. pour ceux qui veulent aller voir, justement, pour avoir les références et avoir des sujets qu'on va peut-être pas aborder spécialement aujourd'hui, il y a le dernier qui est Move Entreprise, c'est comme ça qu'il Move l'a appelé? entreprise, ouais. Move Entreprise qui Avec était le... hyper intéressant, surtout ton aventure entrepreneuriale. Oui, Sauf la partie sur Zeta, où on y reviendra un petit peu, mais voilà, ça faisait déjà presque 2 heures, donc je pense que vous n'avez pas ouais. eu trop le temps de faire. Le podcast avec EMF, par qui tu étais coaché, peut-être que tu es encore coaché, on en Oui. reparlera, qui était hyper intéressant. J'adore leur podcast, je les ai presque tous écoutés, donc qui était vraiment super. Et enfin, le podcast Movers Podcast de notre ami Slim, à qui je passe le bonjour s'il nous écoute. J'espère qu'il a la forme. Il est toujours en forme, hein, Il est toujours. toujours en forme, il est toujours prêt à raconter des cracks. Mais bon, bref, Slim, on te passe le bonjour si tu nous écoutes. Avec plaisir. Alors, euh, je vais commencer très simplement. Toi, tu as eu une carrière de haut niveau en triathlon, mais Oui, c'était bien avant les réseaux sociaux, bien avant la médiatisation. C'était l'époque des magazines. Donc moi, j'ai grandi un peu là-dedans aussi. On n'a pas beaucoup d'écart. Et je me posais la question de comment toi, tu débutes le triathlon? Parce que j'ai cru comprendre dans les divers podcasts que tu voulais gagner le cross du collège. ouais, Et finalement, ce n'est arrivé qu'au lycée, si je dis pas de conneries. c'est ça. Et comment tu tombes alors dans le triathlon? Parce que finalement, tu voulais gagner le cross, donc c'était plus axé course à pied. Et tu débutes le triathlon. Alors comment ça s'organise tout ça? Exactement, bah, du coup, j'avais moi ce petit background, on va dire, de coureur à pied où je m'étais auto-formé, auto-entraîné. Et puis j'allais en fait toutes les vacances, je les passais dans des pas en colonie de vacances exactement, mais voilà sur des camps multisports. Et en fait, les moniteurs que je préférais, donc JB et Antoine, ils faisaient du VTT. Et en fait, je sais pas, moi, je voulais juste leur ressembler. Je trouvais que ils étaient cool, ils avaient des jolis vélos et j'avais économisé en fait pour m'acheter une mobilette. Et puis au final, au lieu de m'acheter une mobilette, j'ai acheté un VTT et j'ai commencé à rouler avec JB et Antoine. Et puis lors d'un autre camp multisport, je tombe sur Cédric. Merci à toi, tu m'as fait découvrir la passion de ma vie. Et en fait, lui, il faisait du triathlon. Il m'a dit, mais Pierre, tu fais du cross-country et du VTT. Il te manque juste la natation et tu peux te mettre au triathlon. Et du coup, je regarde sur le calendrier UNSS. Donc, à l'époque, à mon époque, hein, on est en 1995, donc j'ai 14 ans. Et donc, ce calendrier, en fait, il est affiché dans les gymnases des collèges. Et puis, je vois qu'il y avait un triathlon à Loriol, pas très loin de chez moi, à Valence. Je suis originaire de Valence, dans la Drôme. Et donc, je vois ce triathlon et je m'inscris. Puis, comme je savais pas nager, bah, je retourne à la bibliothèque, j'emprunte un livre sur la natation, je lis le livre,
Je vais à la piscine, De pas couler. j'essaie de faire. À l'époque, tu vois, j'arrivais pas à faire 400 mètres de crawl consécutifs. J'y arrivais pas. C'était au-dessus de mes capacités. Et puis vient le jour du triathlon, et j'ai enfin réussi à faire les 400 mètres de crawl sans m'arrêter. Et voilà, j'ai fait mon premier triathlon et je suis tombé fou amoureux de ce sport, fou amoureux de la communauté de pratiquants. Et je me suis dit, ouais, ça va être le reste de ma vie, quoi. Mais est-ce qu'à l'époque, les clubs de triathlon, c'était démocratisé comme aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que ça s'est démocratisé vraiment un peu après les années 2000, tu vois. J'ai l'impression que dans les années 90, triathlon, tu sais, on prenait les gens qui faisaient du triathlon pour des fous. On disait, oh, putain, ils font 3 épreuves. Putain, c'est incroyable. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y avait des clubs. Est-ce que toi, tu as trouvé un Exactement ça. club? À l'époque, milieu des années 90, les gens qui font du triathlon, c'est soit des anciens cyclistes, soit c'est des anciens coureurs, quelques anciens nageurs, mais j'ai répété 3 fois anciens. Voilà, c'était des gens qui ont déjà eu, on va dire, pas une carrière, mais qui ont eu un passé sportif dans un autre sport et qui se tournaient au triathlon. Et moi, quand je vais toquer à la porte du club de Valence, donc le TGV, triathlon grande vitesse. C'est bien Voilà, c'est comme ça. nom. Ouais. Le triathlon grande vitesse à Valence. Et ben, j'avais 15 ans et j'étais le seul jeune de moins de 25 ans. Donc j'étais vraiment tout seul. Et je me souviens que le président, il était un peu embêté parce que il sentait que moi j'avais envie de m'entraîner dur, de m'entraîner beaucoup. Et il me disait, ouais, Pierre, juste pour te prévenir, il y a vraiment pas de jeunes. On n'a pas de créneau de natation. Enfin, voilà, c'était vraiment la petite structure associative, hein. Il y avait, je crois, 45 licenciés. Et voilà, les jeunes, ça n'existait pas. Enfin, pas. Je généralise, hein, bien sûr, mais ça n'existait pas dans le triathlon. Alors que maintenant, il y a des gamins, ils commencent le triathlon à 6 ans, 7 ans, quoi. Et c'est normal. Et au club de Valence, maintenant, ils ont une école de triathlon. Je crois qu'il y a 80 ou 90 jeunes. Donc oui, ça a bien changé. Tu me disais par message que tu t'étais aussi inscrit à un club d'athlètes et un club de natation et tu t'étais fait reléguer entre guillemets avec les filles pour nager. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, en fait, bah moi, comment dire, je voulais me donner à fond dans mon sport. Et il y avait pas le club de triathlon n'était pas suffisamment structuré. Donc, je suis allé m'inscrire au club d'athlétisme. Et puis, et là, c'est pareil. En fait, j'étais au début quand je suis arrivé dans le club d'athlètes, donc j'avais 15-16 ans. Bah, ils m'ont mis dans le groupe des filles. Donc, je courais avec la femme du coach, Sandrine. Et je me suis inscrit au club de natation et là j'étais dans le groupe des filles. En plus j'avais un peu de chance parce que donc là en fait j'étais au lycée et pareil le coach avait hésité à me prendre parce que en gros moi j'étais un niveau enfin j'avais pas le niveau des gars quoi on va dire mais il voyait que j'avais envie vraiment j'avais envie de d'explorer mon potentiel et j'ai eu la chance, dans ma classe, il y avait tous les meilleurs nageurs. En fait, ils avaient été regroupés dans la même classe. Donc, on n'avait pas un emploi du temps aménagé, mais on était tous ensemble. Et c'était un coach aussi un peu à l'ancienne, un peu à la dure, entre guillemets, à la Philippe Lucas pour ceux qui auront la référence. Mais c'était un gars qui était ultra passionné par ce qu'il faisait. Et entre midi et deux, il venait nous chercher au lycée, il nous amenait à la piscine, il nous coachait, il nous ramenait. Il faisait ça 2 ou 3 fois par semaine de façon bénévole. Et donc, gros bisous à Christophe. Et au début, j'étais dans le groupe des filles. Voilà, donc je nageais avec les filles et tout. Et je me souviens, Rudy, je me souviens du jour où Christophe m'a dit, Pierre, à partir de demain, tu nages dans la ligne d'eau d'à côté avec les garçons. Et là, là, c'était un sentiment de satisfaction. Je me suis dit, yes, une étape de franchie. Même si le niveau des filles, attention, on avait des filles qui nageaient très, 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 très fort. Et des fois, c'était mélangé selon les spécialités et tout. Mais bon, quand c'était en nage libre en crawl, les garçons, ça nageait fort. C'est marrant ce que tu dis parce que comme j'ai écouté les autres podcasts, tu avais cette envie de gagner le croc, tu vois, de t'affirmer, d'être un peu le meilleur grâce à ça. Et là, quand tu commences un peu le triathlon, tu te fais un peu, tu te prends une dose d'humilité tout de suite, quoi. Tu sais, c'est Tout de ok, suite. tu cours bien, mais viens ici, viens mettre tes brassards et Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi, si on en revient sur l'humilité, et puis
on en reparlera très certainement plus tard. Quand je suis passé sur le CrossFit, je pense que le CrossFit, c'est un vrai sport qui apprend l'humilité à tout le monde parce que quel que soit ton background sportif, bah, il y a toujours un domaine dans lequel tu es au niveau zéro ou proche du niveau zéro. Je prends un exemple un peu bête et peut-être je vais tomber dans les clichés, mais il y a des gars qui viennent de l'univers de la muscu, fitness et puis en fait ils ont des gros déficits de mobilité, donc sur de l'haltérophilie ils vont être très vite limités. Il y a des gars comme moi où tu viens d'un environnement multisport, donc en fait tu penses à tort que tu es bon un peu de partout, alors qu'en fait tu as zéro force, tu as zéro vitesse, t'as peut-être pas une très bonne coordination motrice. Et puis voilà. Et du coup, quand tu arrives dans le CrossFit, franchement, tu passes par une forme de case zéro. Et il y a des gens que ça peut rebuter. Et du coup, ils s'attardent pas dans le CrossFit. Ils essayent 3 mois, 6 mois. Ils voient qu'en fait, ils vont pas être aussi forts que ce qu'ils pensaient aussi rapidement. Et puis, ils partent. Et du coup, ça laisse dans ce sport, je pense, une forme de socle commun où tout le monde a une certaine forme d'humilité à se dire, OK, bon, bah, j'ai peut-être été bon dans tel ou tel truc, mais là, j'accepte de passer par la case zéro. Et, euh, et voilà, moi, en tout cas, j'aime bien découvrir cette zone. Après, j'aime bien m'en sortir le plus vite possible parce que voilà, c'est Ah ouais, c'est un voilà, peu, c'est un peu inconfortable au début psychologiquement, quoi. c'est ça, c'est l'inconfort psychologique. Il y a un moment dans un podcast aussi, donc j'ai écouté les trois, donc je ne saurais plus le dire dans lequel, tu disais que tu avais planifié un peu ta carrière sur 10 ans. Tu vois, dans le style, tu disais, voilà, dans 10 ans, donc tu vas me dire avec quel coach ça comment c'est organisé, mais tu avais planifié, tu disais, voilà, là, je veux aller aux Jeux Olympiques, voilà, on fait ça sur 10 ans. Euh, je sais pas, comment t'es venu en fait cette motivation, cette envie de planifier sur 10 ans, parce que quand on est jeune, tu sais, quand j'étais gamin, moi, que je faisais de la muscu, je me disais, je vais être champion du monde l'année prochaine, tu vois. Je me disais pas, dans 10 ans, je vais être le meilleur des meilleurs. Comment c'est venu, ça? Oui, excellente question et ça fait le lien avec ce que je disais précédemment. Donc en fait, je suis arrivé au club de triathlon pas structuré. Je m'inscris dans le club d'athlétisme et dans le club de natation en parallèle. Et puis en fait, j'ai fait la rencontre de mon coach de triathlon à l'époque, donc Eric Monet, qui a commencé à s'occuper de ma planification générale. Donc en fait, au début, on a même pendant, je pense, 1 ou 2 ans, même plus longtemps sur la natation. En gros, il avait un rôle où il, il avait un rôle de coordination entre le club d'athlée, le club de natation. Lui, ensuite, il s'occupait du vélo et puis voilà, de dire aussi aux autres coachs les objectifs de Pierre, c'est ça, ça et ça. Sur telle période de l'année, on va plutôt travailler ça. Ensuite, moi, j'aimerais qu'il bosse sur ci et sur ça. Et en fait, il avait un rôle, pour moi, à mes yeux, et ça a été comme à la fois un mix de grand frère, de meilleur ami, de deuxième papa, de tout en fait. Et je passais mon temps avec lui. C'était aussi c'était un peu une idole aussi pour moi parce que il avait un très bon niveau en triathlon à l'époque sur longue distance. Et pareil, je rêvais d'être un peu comme lui, où je voulais juste, très sincèrement, je voulais juste qu'il soit fier de moi entre guillemets. Et donc quand je commençais à progresser, m'a dit, on s'est vraiment posé. Alors, il y avait des discussions informelles, tu vois. Tu vas à l'entraînement, tu discutes, t'es sur le vélo. Quand tu vas rouler 3 heures, forcément, tu discutes. Mais un jour, on s'est posé. Il m'a dit, OK, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Et là, il parlait pas juste d'objectifs sportifs. Il parlait d'objectifs en général. Et du coup, en fait, on s'est posé et on a sorti, et c'est un papier que j'ai toujours. On a sorti en fait des objectifs sur 10 ans. Et on s'est fixé comme ça des étapes année par année, que ce soit au plan perso, dans les études, et puis au plan sportif. Et je me souviens, il m'a dit, moi, mon objectif, c'est qu'un jour tu viennes me voir et que tu me dises, Eric, j'ai tout compris à l'entraînement, j'ai plus besoin de toi, au revoir. Et je pense que bah, il a plutôt bien réussi son objectif. Et toujours, c'est quelqu'un aussi qui m'a dit, ce sera sain pour toi d'être entraîné par d'autres personnes que moi, parce que moi, à un moment donné, j'aurai mes limites pour t'accompagner
dans toi tes objectifs de très haut niveau. Et donc, je pense que il avait déjà ce recul, cette humilité de savoir ses limites à lui aussi. Et franchement, grâce à lui, j'ai eu des très, très belles années et je lui en suis très reconnaissant. Combien de temps t'es resté avec lui? Ah, ça, c'est dur, je dirais. Si je peux le savoir, en gros, première licence 96, je pense que j'ai commencé à travailler avec lui en 1998-1999. Et ensuite, je suis venu au Pôle France Triathlon à Montpellier en 2001. Donc, au final, on a dû bosser 4 ans ensemble. Et après, c'était toujours quelqu'un pour moi, un référent, quelqu'un que je pouvais appeler quand j'avais un doute dans mon entraînement, quand j'étais, comment dire, pas bien psychologiquement, ou si j'avais besoin d'une épaule, entre guillemets, je pouvais l'appeler tout le temps. Et aussi, important, Rudy, j'ai envie quand même de le dire, que c'était une relation aussi à l'ancienne. C'est quelqu'un qui a fait tout ça de façon bénévole. Il m'accompagnait sur quasiment toutes mes grandes courses, sachant qu'il avait 2 enfants, sa femme. Il a donné beaucoup de, il a donné beaucoup de sa vie pour m'aider, moi, et tout ça juste pour l'amour du sport. Et ça, je pense que c'est devenu très rare maintenant et ça a d'autant plus de valeur à mes yeux. Et je reviens un peu sur ton entraînement. J'aime bien dire à l'époque parce que Ouais, c'était avant tous les capteurs qu'on a aujourd'hui où tout le c'est monde ça. a une montre. Limite tous ceux qui font du cyclisme ont des pédales qui disent combien de watts tu pousses, tout ça. Ouais. Et j'entendais donc dans les podcasts que tu as fait que toi avant, bah voilà, fin années 90, début 2000, tu partais faire du vélo et tu apprenais un peu ton chemin par cœur. Tu avais ta carte Michelin, il n'y avait pas de GPS, Ouais. t'avais juste un chrono, tu n'avais pas de vitesse. Même à l'époque, Rudy, j'avais même pas de compteur vélo. Donc, Ben ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, euh, comment tu faisais pour calibrer ou comment étaient calibrées en fait tes séances, tes intensités? Parce que tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entraînement polarisé, des différentes zones. Bon, bref, je vais pas refaire tout un topo là-dessus, mais tu vois, aujourd'hui, on essaye vraiment de mettre des datas sur chaque séance, à respecter tout ça. Comment toi, ton entraînement était organisé? bon, en fait, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est super simple. En fait, tu commences à rouler avec ton coach ou avec des gars, tu pars sur un parcours, tu sais que ce tour, par exemple, il fait 55 kilomètres ou tu sais qu'il fait 45 ou 80, peu importe. Donc, tu as vite, en fait, des parcours de référence. Tu as quand même des segments où tu sais que là, ça fait à peu près tant de distance. Tu as quand même une montre. Donc, tu vois, à l'époque, nous, on avait des montres. Tu avais une Timex. Et ouais, une Team X, putain, Timex. j'en ai une aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu avais une montre Timex. Donc, tu pouvais quand même, tu peux partir en vélo sur du 3x10. Tu peux faire des intervalles, en fait. Et après, ton coach, il est là à te dire, bon, sur ce type d'intervalle, c'est à peu près un effort course. Ou alors, moi, sur ce type d'intervalle, je veux une meilleure moyenne possible. Et quand tu fais un effort à meilleure moyenne possible et que tu as telle ou telle plage de récupération, bon, tu sais que tu vas travailler ta PMA si tu es en vélo ou ta VMA si tu es à pied. Bon, après, à pied, tu vas à la piste. Donc là, tu connais tous les chronos et tout. C'est comme, enfin, c'est ultra précis. Mais en gros, c'était pas non plus de l'entraînement à l'aveuglette, hein. Tu sais ce que tu fais, mais c'est juste, c'était des méthodes à l'ancienne, entre guillemets. Et est-ce qu'il y Qui avait aussi fonctionne une bien. régulation de l'intensité? Tu sais, aujourd'hui, on dit voilà 80-20, tout ça. Est-ce qu'il y avait quand même cette régulation de l'intensité ou tu avais plus de séances difficiles comme on peut, comme Stéphanie en avait parlé dans son épisode? Ça dépend des. Oui, j'ai entendu ce passage de Stéphanie. C'était super intéressant. En fait, ça dépend aussi des sports et ça dépend de tes prédispositions dans les sports. Moi, on va dire, j'avais quand même un déficit en natation. Donc forcément, dans l'eau, je m'entraînais plus fort que à pied. À pied, j'étais pas mauvais, mais je faisais quand même beaucoup de séances. Et après, en vélo, c'était vraiment mon gros point fort. Donc, en fait, je roulais sans faire trop de séances. Et puis après, comment dire, il y avait le vrai côté ludique aussi. Ça qui est cool, c'est que tu vas rouler sans forcément avoir un vrai objectif. Bon, par contre, tu es un petit groupe.
Et à un moment donné, il y en a qui veulent montrer qui est solide. Et la petite côte, tu sais que bon bah voilà, tu vas avoir 15 minutes d'effort intense. Donc en fait, tu vas balayer pas mal de d'intensité et d'allure qui vont te faire progresser, mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément cadré dans l'entraînement. Et mais après, ça t'apprend au gré des années justement à pas trop te laisser emporter par le groupe. Euh, Tu vois, quand tu commences à être à être bon, puis tu t'entraînes avec d'autres mecs bons, tu sais que la sortie vélo ou la sortie à pied, elle doit pas partir en vrille, entre guillemets. Il y a un moment donné, il y a quand même des allures à respecter. Puis c'est surtout parce que la semaine va être lourde. Donc s'il y a une séance où tu commences à pas respecter les allures, tu sais que le lendemain, ça va être dur. Donc tu t'assagis avec le temps. Ben, je te dis ça parce qu'à un moment, j'ai cru aussi entendre que tu étais monté à 24 séances dans la semaine. Alors, Ouais. comment on fait Bah alors pour faire c'est assez simple. 24 séances dans la semaine? J'ai essayé de Ouais. compter, ça fait plus de 3 séances par jour. Comment tu comptes les séances? Ouais, c'est ça, c'est 2 à 4 séances par jour. Alors dans mon cas, ben, ça va être 7 natations, ça va être 7 sorties vélo, et après 9 séances à pied. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où tu cours 2 fois, il y a même des jours où tu peux courir 3 fois, et après 2, 3 séances de renfort. Donc ça fait tout de suite énormément de séances. C'est vrai que les triathlètes, c'est un peu des staccanovistes de l'entraînement. C'est vrai que c'est un sport où il y a quasiment pas de dimension tactique. Donc en gros, celui qui gagne, je vais schématiser, ça va être un peu bête, mais c'est celui qui appuie le plus fort sur les pédales. Donc c'est un sport qui va quand même valoriser énormément le travail sur, je parle de décennies de travail, bien sûr. Et puis, bon, ça n'empêche pas d'être intelligent dans son entraînement, mais il y a quand même une course au volume. Et après, c'est vrai que moi, je suis un athlète où le volume me rassure. Donc, c'est un peu un piège parce que tu peux vite aussi te fatiguer. Mais j'ai toujours l'impression de jamais en faire assez. Mais dans tout ce que je fais, je me dis toujours qu'il faudrait en faire plus. Mais, Dans le ben, travail, c'est un peu pareil, hein. je dérive alors, qui n'a rien à voir avec le podcast, mais à la base, mais comment tu fais alors pour accepter de pas en faire assez? Tu vois, bah, comme toi, je suis entrepreneur depuis presque 20 ans. Et chaque jour aussi, je me dis, putain, j'en ai pas fait beaucoup, tu vois. Je me dis, putain, c'est pas beaucoup ce que j'ai fait, je pourrais faire plus. Comment tu vis ça? Ouais, c'est dur, hein. Non, mais est-ce que tu te dis finalement, tu vois, moi, mon astuce, entre guillemets, ça va être de me dire, bah, j'essaie de faire au moins un ou deux projets productifs dans la journée, tu vois. Donc là, aujourd'hui, ça va être un podcast. Ce matin, j'ai fait ma revue de presse sur mon Patreon. Voilà, donc j'aurais fait deux trucs. Donc j'essaye de pas faire plus de choses. Je me dis, bah, c'est déjà pas mal. Est-ce que toi, tu as un minima que tu te fixes et après, tu dis, bon, bah, ah, pas besoin d'en faire plus ou, tu Non, vois? je pense que d'ailleurs, il faudrait que je travaille sur ça et que je progresse sur ça. J'ai toujours moi, j'ai toujours un sentiment de culpabilité le soir si j'ai pas fait. Franchement, une journée où je vais pas m'entraîner, ça peut m'arriver. Par contre, j'aurais travaillé au moins 12 heures dans la journée. En gros, il faut que, pour ne pas faire quelque chose, il faut que j'ai des excuses en béton armé. Des vraies excuses, quoi. Donc, si je me suis pas entraîné, c'est que j'ai travaillé au moins 12 heures. Ou alors, si je me suis pas entraîné, c'est que j'ai passé énormément de temps avec mon fils pour l'aider sur un truc ou parce que lui était en compétition. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis très facilement habité d'un feeling de culpabilité à me dire, ah, mais telle autre personne, lui, il aurait peut-être bossé 1 heure en plus ou lui, il serait allé s'entraîner, etc. Et après, sans me référer aux autres, je vais me dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait ça et tout. C'est encore dur pour moi. J'ai pas vraiment d'astuce. Donc, et tu vois, l'exemple que tu me dis, je trouve ça super intéressant. Mais déjà, je me dis, bon, ben, comment tu qualifies productif, entre guillemets?
parce que rien n'est noir ou blanc. Il y a toujours un curseur, il y a toujours une échelle. Et du coup, où est-ce que tu situes ce curseur, tu vois? Parce que forcément, tu auras des projets qui sont super productifs ou dont toi, tu seras particulièrement fier. Tu en auras d'autres où tu te diras, OK, c'était pas mal, tu vois, mais entre le OK, c'était pas mal et le truc, waouh, j'ai fait un truc de fou, il y a un curseur. Donc, moi, je penserai toujours à ça. J'aurai toujours du mal avec ce curseur. Ouais, moi, je vois le truc dans la productivité tournée vers les autres. Tu vois, on fait le podcast, donc moi, je suis intéressé de te poser pas mal de questions, mais ça va servir à plein d'autres personnes qui vont écouter. Mhm. Ou quand je fais ma revue de presse, ça sert à d'autres personnes. Et donc, je vais distinguer ça de ce qui n'est que pour moi. Tu vois, ce matin, D'accord. bah, j'ai été m'entraîner au kayak, j'ai été promener mon chien. Voilà, c'est des trucs pour moi, on va dire. Et donc, c'est plutôt productif dans le sens qui vont aider d'autres personnes. Tu vois, je vois OK. ça comme ça. Si jamais ça te donne. J'ai en tout cas des progrès à faire là-dessus, c'est sûr. Euh, je continue. Jusqu'à quel niveau tu es monté en triathlon? Est-ce que finalement, t'as tenu ton plan des 10 ans et tu as été au bout de ce plan? Non, j'ai pas tenu le plan. Mon plan, c'était d'aller aux Jeux Olympiques en 2008. Je m'en suis fortement approché. Alors en 2005, j'ai fait sixième du championnat du monde espoir espoir, c'est moins de 23 ans. J'ai fait sixième au championnat du monde U23 en triathlon. Grâce à ce résultat, je suis rentré. Excuse-moi, je suis en train de boire. Grâce à ce résultat, je suis entré dans le groupe de préparation olympique pour les JO, qui nous menait jusqu'à Pékin 2008. Et c'était un groupe où au départ, on était 12 athlètes. Et puis ce groupe, en fait, il est écrémé année après année. Donc le groupe est passé de 12 à 9. Et moi, j'ai été euh, pas mis de côté parce que c'est juste que j'avais pas le niveau des autres, mais j'ai arrêté l'aventure quand le groupe est passé de 9 à 6. Et ensuite, sur les 6 athlètes, il y en a 3 qui sont allés aux Jeux Olympiques à Pékin et qui étaient Frédéric Belaubre, Stéphane Poula et Laurent Vidal. À un moment, c'est un truc que tu n'as pas trop abordé avec l'autre, tu as eu un cancer assez grave de mon point de vue. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Est-ce que c'est ça qui a mis un peu fin à ta carrière? Oui, j'ai eu en 2000, oh, je me perds avec les années, en 2005 ou en 2006, en 2005, je crois, j'ai eu un cancer du testicule. Euh, et non, alors ça n'a pas arrêté ma carrière parce que ça a été une année très très compliquée, hein. Euh, mais juste pour peut-être quand même donner des infos aux gens qui vont écouter le podcast. En fait, quand moi je me rends compte que j'ai ce cancer, j'étais en fait, on est en pleine forme physique. J'avais pas de fatigue, j'avais pas de douleur. Mon entraînement était normal entre guillemets. Et mais j'ai eu la chance de m'en rendre compte quand même relativement à un stade relativement précoce. Et en fait, c'est parce que j'avais lu le livre de Lance Armstrong dans lequel il raconte sa maladie. Et en fait, je m'en suis rendu compte grâce au livre. Et du coup, donc j'ai eu une opération. Je vais donner un petit peu des détails. Je suis désolé, mais comme ça, les gens ils se rendront un petit peu mieux compte. Donc, je m'en suis rendu compte. C'était au début du mois de juillet. J'ai eu une opération. Donc, en fait, on enlève complètement le testicule qui est malade, plus le début de la chaîne ganglionnaire. Et pour tout ça, en fait, ça passe par le bas des abdominaux. Donc, il y a l'opération. Une fois qu'il y a l'opération, bon, il y a un scanner corps complet pour voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs dans le corps, ce qui n'était pas mon cas. Dans le cadre de ce cancer, en fait, le cancer, il remonte par la chaîne ganglionnaire. Donc, dans le cas de Lance Armstrong, cancer du testicule, mais lui, il avait des métastases dans l'estomac, dans les poumons et jusqu'au cerveau. Et donc, avant l'opération, tu fais ce scanner corps complet pour voir s'il y a pas des métastases ailleurs. Et là, ça te donne vraiment. Je suis pas médecin, donc, mais en gros, si tu as des métastases dans l'estomac, tes chances de survie,
elles sont beaucoup plus faibles, dans les poumons encore plus faibles, et au niveau du cerveau, t'as quasiment enfin, t'as très peu de chances de t'en sortir. Et donc j'ai eu l'opération. Et après l'opération, moi j'ai pas eu de chimiothérapie. J'ai eu 1 mois de rayons laser où en fait tu viens irradier toute la chaîne ganglionnaire au niveau du ventre pour brûler toutes les potentiels résidus de cellules cancéreuses. Donc je suis désolé, je suis pas médecin. Donc je donne avec mes mots à moi et de ce que j'ai compris de ma maladie. Et en fait, pendant 1 mois, donc tu as tout ça. Et après, tu récupères et tu reviens à l'entraînement. Donc en gros, moi j'étais coupé du triathlon pendant juillet, août, septembre. Après en octobre, même en septembre, je me souviens quand je faisais les rayons laser, je revenais nager. J'allais à l'hôpital et quand je sortais de l'hôpital, j'arrivais à l'entraînement. Et, euh, et voilà, c'était pas une année facile, mais en même temps, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté. Et ça m'a permis de me rendre compte, pardon, de beaucoup de choses. Et ça a été un catalyseur pour moi, pour la suite, entre guillemets, de ma vie et aussi pour reprendre du plaisir à l'entraînement. Et l'année où j'ai été le plus fort, donc c'est en 2005 que j'étais malade et c'est en 2006 où j'ai eu ma meilleure saison en triathlon. J'ai gagné une Coupe d'Europe élite, j'ai fait 3 podiums en Coupe d'Europe élite. C'est l'année vraiment où j'étais le plus fort à l'entraînement et en compétition parce que justement, ça m'a donné un truc en plus. Mais ça, c'est assez poignant. Ce que tu racontes, ça laisse un peu bouger. Et je pose des questions un peu indiscrètes, mais ça fait mal le laser, tout ça? Non, Non, tu sens rien quand ils te font ça? non, tu sens rien. T'es dans c'est assez impressionnant comme dispositif parce que t'es dans une chambre qui est avec des murs en acier qui font, je sais pas, peut-être 40 centimètres d'épaisseur. T'es enfermé comme dans un bunker en fait, et ça vient t'irradier. Et pour pas que ça dépasse trop la zone, j'ai des petits points qu'on m'a fait comment dire, en tatouage, où en fait la machine elle vient se calibrer comme ça exactement sur les positions que le corps médical souhaitait. Non, c'est le plus dur en réalité. Et, ça va être un peu dur d'en parler, mais c'est que quand tu vas là-bas, t'es entouré de gens vraiment malades, tu vois. Et toi, t'es jeune, et au final, moi, ça allait, mais je voyais des gens où ils sont entre la vie et la mort. Et tu vois tout ça tous les jours, et c'est dur. C'est vraiment dur. Et en plus, des fois, je me souviens, j'ai entendu des gens qui disent, oh, le pauvre, il est si jeune et tout, il vient là et tout. Et au fond de moi, j'avais juste envie de leur dire, vous savez, moi, ça va aller, je suis jeune, c'est pas trop grave ce que j'ai, je vais m'en sortir. Mais c'est dur de voir tous les gens malades, tous réunis à un endroit. Ouah, faut s'accrocher. Et après, ce qui a été un peu dur aussi, je me souviens à cette époque, c'est que j'avais mes rayons laser. Rudy, ils étaient à 11h30. Et en gros, je me souviens, j'ai des souvenirs qui reviennent là. C'était, je suis quasiment sûr de moi, mais je crois que c'était ça durait 30 secondes. Et je sais pas s'il y avait plusieurs intervalles de 30 secondes, mais la machine, elle fait un gros boucan. Et quand ça démarrait, je me disais 30 secondes. En fait, je me visualisais en train de faire un 200 mètres sur la piste ou de faire un 50 mètres dans l'eau. Et en gros, dans ma tête, j'entendais les rayons qui commençaient. Et là, en fait, je me voyais en train de courir et il fallait que j'arrive sur le 200 mètres bien avant la fin des rayons laser ou bien avant la fin de mon 50 mètres nage libre. Mais je voyais chaque foulée, je voyais chaque stroke en natation et en fait, je faisais ma visualisation comme ça quand j'étais en train de faire les rayons. Et je digresse. Et en fait, ce qui était dur, voilà, désolé, c'est qu'après, je devais retraverser la ville et l'entraînement de natation, il était à midi pile au Pôle France Triathlon. Et je me souviens, il y a eu un jour où forcément, je pouvais pas arriver à l'heure. Et il y a un jour où
On m'a reproché d'être arrivé en retard et ça m'a vraiment marqué parce que déjà c'était dur tous les jours, mais d'arriver en retard et de prendre une remarque, ouais, t'es en retard à l'entraînement, c'est midi, ça m'a, je sais pas, ça m'avait bien secoué. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi, j'ai fait le training sérieux, mais c'est un très mauvais souvenir. Comme ça, parmi tant d'autres, hein. Ouais, bah, je te demanderai pas le nom de l'entraîneur qui t'a dit ça. Mais- Non, mais après, comment dire? Après, j'en veux pas du tout parce que au final, des fois, en fait, ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais des fois, on se rend pas compte. Nous, on vit notre journée, on parle à quelqu'un et on se rend pas compte, on sait pas ce que lui, il a vécu le matin de sa journée à lui ou la veille ou sa semaine, tu vois. Et des fois, et moi, le premier, hein, attention, hein, je peux avoir des mots durs pour quelqu'un ou tu vois. Mais aussi bien 3 heures avant, le gars, il était dans un truc dur pour lui. Et malgré tout, pardon, il est là. Et voilà, donc peut-être une petite piqûre de rappel pour moi en premier, bien sûr, et pour tout le monde, ben, d'essayer de toujours être bienveillant parce que on sait jamais en face ce que les gens ils traversent. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière en triathlon? Parce que tu nous dis que voilà, tu n'arrives pas à te qualifier pour les Jeux Olympiques de 2008. Je crois qu'en Ouais. 2007, tu lances ta marque 0D. Est-ce que c'est cette combinaison qui fait que tu finalement décides d'arrêter? Alors, en fait, j'ai pas techniquement, j'ai pas décidé d'arrêter. On va dire, ça s'est plutôt imposé à moi. Mais exactement, en fait, donc suite à ma maladie, moi j'ai, moi je fais partie des hommes où j'ai toujours eu envie d'être papa. Et ben, dans mon plan entre guillemets de vie, j'avais dit à ma chérie à l'époque, je lui ai dit ouais, ben, Jeux Olympiques 2008, ensuite 2012, moi je suis ok pour avoir un enfant en 2013. Donc voilà, Attends, ton plan était lointain là. ah ouais, ouais, non, mais moi, je planifiais à très long terme. Donc voilà, j'avais planifié, je voulais avoir un enfant, mais 2013. Je savais que depuis tout jeune, je voulais créer une marque de textile dédiée au triathlon. Et justement, après, quand j'étais malade et que après j'ai guéri, je me suis enfin rendu compte que je pouvais pas tout contrôler, et que la vie, elle est là pour t'amener son lot d'épreuves et que t'as pas d'autre choix que d'affronter les épreuves. C'est ton destin, c'est d'affronter ce que le ciel va te donner, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, bah voilà, j'avais envie d'être papa. Bah, peut-être que c'était le bon moment. Je voulais lancer une marque de textile dans le triathlon. Bah, j'allais pas encore décaler, entre guillemets. Du coup, j'ai tout fait. Donc, j'ai lancé la marque 0D avec mon petit frère Frédéric et j'ai eu un enfant en 2007. Et naïvement, je pensais que, en plus, j'arrivais à m'entraîner et tout. Je pensais que je pourrais tout faire. Et les journées ne font que 24 heures et malheureusement, on peut être le plus organisé du monde. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui sont incompressibles en termes de volume horaire. Et donc, ben, j'ai dû progressivement en fait arrêter le triathlon. Mais je fais pas partie des sportifs. Et d'ailleurs, je leur donne beaucoup de crédit aux athlètes qui arrivent à dire, OK, j'arrête maintenant parce que je suis au top et je veux pas m'arrêter à cause des blessures ou à cause d'un niveau qui ne fait que régresser. Et bref, moi, en fait, j'étais juste contraint, ben voilà, par mes responsabilités de jeune père et puis d'entrepreneur. Mes priorités, c'était devenu mon fils et mon travail. Et le sport est passé, bah, c'est même pas que ça a été relégué au troisième plan, c'est que après, j'ai complètement arrêté. J'ai eu une période où j'ai fait zéro sport pendant longtemps quand même. Comment tu as Voilà. vécu cette perte de capacité physique? C'est une excellente question, Rudy. C'est une excellente question.
En fait, au début, je m'en suis pas rendu compte. C'est juste que, bah, bon, alors attention, je faisais toujours. Dès que mon fils était à quelques mois, je l'amenais à la piscine chaque semaine, chaque semaine. Bon, alors je pouvais pas nager au début, mais bon, j'étais dans l'eau avec lui. J'avais acheté une poussette pour faire des footings avec lui. Donc, je m'entraînais, on va dire. Voilà, pour moi, c'est pas de l'entraînement, c'est du bricolage, mais je bricolais 3 fois par semaine où je bougeais un peu. Et en fait, il y a un jour où je suis allé courir sans la poussette, hein. Et je sais pas, j'étais planté. Et après, je me suis pesé et je sais pas, je me suis vu dans le miroir et je sais pas, je me suis, excusez-moi, je vais avoir des mots durs pour peut-être certaines personnes, mais pas que je me suis dégoûté, mais je me suis dit, Pierre, c'est pas toi ça. C'est pas toi d'être comme ça. Je parle même pas de l'apparence physique, hein. Je parle plus de, justement, parce que je sentais que sur le footing, j'avais pas la maîtrise de mon corps. C'était pas moi. Normalement, quand je cours, je sens l'air, je vois le paysage qui défile. Là, tu sentais le sol, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je sentais la gravité terrestre, je la sentais très très bien. Et je sais pas si tu fais des rêves comme ça ou tu fais des rêves où la gravité elle est beaucoup plus importante que la gravité normale. Non, non, moi, je rêve plutôt que justement, je vole, quoi. Mais Ah d'accord. Ah oui, alors ça peut m'arriver aussi. Mais moi ça m'arrive de faire des rêves où c'est comme si tu étais sur une planète où la gravité est beaucoup plus importante que sur la comme planète dans Terre. Dragon Ball Z, quoi. Exactement. Et du coup, chaque pas est une lutte. Et en fait, ce rêve est devenu réalité dans ma vie. Et je sais pas en fait si j'ai eu un jour où je me suis dit, Pierre, il faut que tu rebouges plus. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me mettre au fitness, fitness muscu, on va dire, et à recourir un peu plus. Et, et voilà. Et après, c'est de là où après, je recourais un peu et mon frère il m'a happé avec lui pour refaire du triathlon et puis basculer sur distance Ironman en 2000. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. À un moment, tu es passé justement sur du très très long parce que toi, tu faisais la distance olympique. Ouais, Donc 1005 de natation, 40 de vélo et 10 de 40, course à pied. ils disent, c'est ça. Voilà. Et donc, tu bascules sur Ironman. Et donc, j'ai entendu l'anecdote sur l'Ambraman où tu n'as pas voulu abandonner pour pas avoir à le refaire. Ouais, c'est ça. Alors, moi, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, justement, parce que mon entraîneur, Eric Monet, il avait fait l'Ambraman. Et pour moi, je me suis dit, un vrai triathlète, un gars qui se respecte, il doit faire un Ironman une fois dans sa vie parce que le sport est né sous cette forme. Donc, le triathlon est né en 1978 à Hawaï. Et la première fois qu'il y a eu un vrai triathlon, c'était les distances de 3,8 km de natation, 180 km de vélo. Donc, pour les gens, c'est l'équivalent d'une étape du Tour de France en moyenne et 42 km de course à pied, donc un marathon. C'est comme ça que le triathlon est né. Et bah voilà, bah, quand j'avais 15 ans, je me suis dit ouais, bah, quand je serai grand entre guillemets, faudra que je fasse un Ironman parce que un vrai, tu dois faire un Ironman. Et justement, en 2012, en fait, donc je faisais un petit peu de fitness, je courais un petit peu, mais voilà, rien de très violent. Et en fait, mon frère, il me dit ouais, je vais faire le marathon de Montpellier. Et bon, alors je suis meilleur coureur à pied que mon frère. Et du coup, je dis, ouais, bah, si tu veux, Fredo, je te fais le lièvre pendant ton SMI. Tu veux passer combien au SMI? Puis il me dit, ouais, 1h26. Je dis, ok. Lui, il voulait faire moins de 3 heures. Et il me dit une 26. Donc, moi, une 26, je suis désolé si ça va, pareil, choquer des gens. Mais pour moi, 1h26, c'est du gâteau, entre guillemets. Même Parce avec, qu'on l'a pas dit, mais tes meilleurs perfs en course à pied, ce que je peux voir, c'est que tu tournais à un peu plus de 30 minutes sur le 10 km et je crois que tu as fait dans les 2h35 ou 36 au marathon. ouais, alors à l'époque, j'avais pas encore fait de marathon. Mais oui, j'ai fait 30-40 sur 10 km officiel FFA en basket normal, pas avec les semelles carbone. Donc bon voilà, c'est un bon niveau, c'est un bon Ouais, niveau. ouais, donc tu courais comme un lapin et faut Ouais, te ouais, mais féliciter, c'est bon que tu là, à cette étais époque-là, Rudy, triathlète moi presque de j'étais, niveau olympique, quoi. Donc tu étais quand même oui, une oui. bête, hein.
Oui, oui, c'est sûr. Bon, c'est du travail, hein. Mais à ce moment-là, Rudy, n'oublions pas que moi, je bricolais. Donc, bon, t'es quand même un petit peu désentraîné. Mais même désentraîné, 1h26, pour moi, c'était du gâteau, entre guillemets. Donc, il me dit, voilà, je lui dis, OK, bah, je te fais le lièvre. Je me réentraîne un petit peu. Je cours, je fais 2, 3 séances. On part sur le marathon. Bon, au bout de 10 kilomètres, je lui dis, ouais, Fredo, ça te dérange pas si j'accélère un petit peu? J'accélère. Puis au final, je suis passé 1h23 au semi et puis j'ai fait 2h44 sur mon premier marathon à Montpellier, avec un parcours, l'ancien parcours, donc beaucoup de dénivelé. Je crois qu'il y avait 700 mètres de D+. Et puis c'est un marathon où il n'y a pas de densité. Donc bon, en gros, tu fais, à mon niveau, j'ai fait 20 kilomètres tout seul. Donc c'est une belle perf, hein, de 44 pour un premier marathon comme ça et tout. Et puis là, comme j'avais fait un marathon et que Fred, il voulait faire l'Ironman Nice, je me suis dit, bon, bah, je peux pas laisser mon petit frère faire un Ironman avant moi, quoi. C'est moi le grand frère quand même. Donc je me suis dit, je vais faire l'Ironman Nice avec lui et c'est comme ça que j'ai fait mon premier Ironman à Nice. Et pour la petite anecdote, j'ai fait le marathon en 4 heures. J'ai marché pendant je sais pas combien de kilomètres. Donc voilà, ne jamais comparer un temps marathon sec avec un marathon en Ironman, ça a rien à voir. Rien à voir du tout. Je reviens rapidement sur ta carrière en triathlon. Est-ce que vous faisiez, parce qu'aujourd'hui c'est très très populaire, tu sais, tous les tests VO2, les tests lactate, tout ça. Est-ce qu'il y avait des tests, tu vois, même pour déterminer ces zones où en fait c'était beaucoup à la sensation, j'ai envie de dire? Oui, alors non, non, on faisait beaucoup de tests, hein. Quand je suis arrivé au Pôle France Triathlon, chaque année il y a énormément de tests, mais même avant ça, alors le classique que tu dois bien connaître, et en plus c'est un peu la vieille époque, c'est Test Vameval. Ouais, je Donc vois. voilà, donc pour ceux qui écoutent, on est sur une piste alors il existe en navette, mais il existe aussi sur piste de 400 mètres. Donc de mémoire, il doit y avoir un plot tous les 20 mètres ou tous les 50 mètres. Et il y a un bip. À chaque fois que ça bip, on doit passer à côté du plot. Et en gros, c'est un test progressif où on part à 12 km/h. Je ne sais plus à quel palier la vitesse augmente, mais toutes les 2-3 minutes, la vitesse augmente. Et puis voilà, on va jusqu'où on peut. Nous, le test qui était très en vogue à l'époque, quand j'étais au Pôle France Triathlon, c'était un test Vosna. Ah, je Euh, connais pas. Comment tu écris ça? VOSNA? VAUSENAT, du prénom d'une femme, je ne me souviens plus, peut-être un Véronique Vosna, je sais plus. Un test Vosna. En gros, le protocole, alors nous, on avait fait un protocole adapté. En gros, tu fais 3 minutes à 12 km/h. Alors, donc tu le fais sur une piste d'athlée. 3 minutes à 12. Le vrai protocole, c'est 3 minutes à 12, 1 minute de récup. 3 minutes à 13, 1 minute de récup. 3 minutes à 14, 1 minute de récup, etc., jusqu'à ce que tu ne tiennes plus. Et en gros, ça te donne ta VMA. Donc, imaginons que tu tiennes 3 minutes complètes à 20 km heure. Donc, tu auras fait 1 km sur la piste. Donc, pour les auditeurs, ça fait 2 tours et demi de piste. Donc, ta VMA, c'est 20 km heure. Et si tu as tenu 1 minute 30 du palier 21 km heure, ben, ta VMA, c'est 20,5, etc. Et nous, de mémoire, on avait un protocole adapté, on avait moins de récup, parce que il me semble qu'on ne prenait que 30 secondes de récup entre chaque plage de 3 minutes. Et nous, donc triathlètes de haut niveau, où on avait tous une VMA entre 20 et demi pour les moins bons et 22 et demi pour les meilleurs, à l'époque, on commençait à 12 km/h. Donc voilà, avec un cardio-fréquence-mètre pour avoir les plages de fréquence cardiaque. Je À veux- tester, c'est un test, faut être solide, hein. Psychologiquement, ça fait mal. Mais tu as, disons, les premiers intervalles, quand tu es bien entraîné, 12, 13, 14, enfin jusqu'à 17 km/h, c'est très facile. Et puis ça commence à se corser à partir de 20 km/h. Je voulais parler un peu de 0D avec toi. Pas refaire tout le chemin, mais tu as expliqué aussi dans les autres podcasts que c'était un projet de longue date, de vouloir faire des vêtements. Tu avais eu cette idée quand Ouais. tu étais jeune, tout ça. Tu as beaucoup insisté dans les autres podcasts sur le zip qui n'allait pas dans les autres marques. Mais
j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui n'allait pas également dans les autres marques qui s'étaient lancées durant entre ton adolescence et la fin de ta carrière et que tu pensais pouvoir améliorer. Aujourd'hui, et je vais même aller plus loin, en quoi 0D se distingue de la concurrence en dehors du marketing, on va dire? Ok. Euh, Premier point, je vais réagir tout de suite sur marketing. Je pense que nous, 0D, en termes de marketing, on a encore beaucoup de chemin à parcourir et on doit faire beaucoup mieux. En tout cas, je pense que je vais être vraiment franc, hein, Oui, je n'hésite pense que pas. pour moi, j'estime que c'est presque un point faible dans notre structure à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est un truc en tout cas, Ça s'améliore parce qu'il y a bientôt un drop-in avec des vêtements collector. ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, il y a Ah, une c'est sorte. aujourd'hui, merde. Il faut C'est vite se connecter aujourd'hui. alors. À C'est tout à 21h, l'heure. à C'est tout à 21h. l'heure sur Voilà. la collection Paris et 24. Bref, mais en tout cas, je pense que 0D doit faire mieux en termes de marketing. On a une marge de progression et et comme il y a une marge de progression, il faut qu'on aille au bout de ça. Mais pour en revenir à la question initiale, en fait, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'opportunité depuis mon plus jeune âge d'être équipé. J'ai été dans des clubs professionnels, j'ai pu évoluer en équipe de France. Donc en fait, j'ai eu énormément d'équipements de la part de sponsors et j'ai eu énormément de trifonctions. Et à chaque fois que je mettais une trifonction, je me disais ah ben là le tissu de cette trifonction il est vraiment bien. Par contre, ça pouvait être le patronage qui n'était pas pour moi idéal, le zipper comme tu l'as dit, les galons silicone. Ça pouvait être plein de petits points techniques où j'estimais que on pouvait faire mieux. Et en fait, au gré des années, je me suis constitué une sorte de dossier technique pour moi de la trifonction idéale, en me disant ben voilà, ça doit être un patron qui soit un mix de telle et telle et telle tenue. Le zipper de telle tenue devrait être plus long et à un autre endroit. Le tissu de celle-ci est bien, les galons silicone de celle-là sont mieux. Et en fait, je prenais des notes, je découpais des morceaux de tissu, je faisais des schémas et voilà. Mais sans, comment dire, je pensais peut-être pas que tout ça prendrait forme. Mais en tout cas, c'était consigné dans un cahier et ça a créé cette base. Et ensuite, quand on s'est vraiment lancé avec Frédéric, et ben voilà, c'était ce dossier technique et puis on a pu avoir l'appui après d'experts dans le textile, dans le sport et de travailler avec une patroniste où voilà, il m'expliquait ah ben tu vois là ce que tu as dessiné c'est pas mal. Par contre il faut penser à comment on va fermer la tenue, c'est-à-dire quel va être l'ordre des coutures, etc. Rencontrer des fabricants de tissus et puis trouver des ateliers de confection qui sont bons aussi. Et voilà, tout ça s'est mis en place en 2007. Et à ce jour, qu'est-ce qui fait la différence entre une trifonction 0D et le reste, puisque c'est vrai qu'on va quand même équiper plus de 20 nations aux Jeux Olympiques à Paris, donc plus de un triathlète sur deux sera équipé de nos tenues. Je pense que un, c'est un ensemble d'éléments techniques et puis aussi c'est la qualité de service, la flexibilité et la rapidité aussi à laquelle on travaille. À titre d'exemple, là on est donc le 30 juin. Avant-hier, il y a une nation qui nous a contactés pour fabriquer des tenues pour un athlète des Jeux Olympiques. Voilà, donc à J-30. Et nous, on va être capable aussi de répondre à cette demande. Donc, il y a à la fois des éléments techniques et puis une équipe flexible, disponible et efficace. Tu expliquais aussi dans les autres podcasts, donc j'arrête pas de les mentionner, mais que en gros, Yann Frodeno, donc ceux qui Ouais. connaissent pas, qui est une légende du triathlon, t'avait contacté justement parce que les tenues qu'il avait récupérées de son sponsor lui convenaient pas.
Mhm. et que peu de temps après, tu avais Ivan, si je dis pas de conneries, avec son accent suisse que tu fais très bien, Ouais, qui avait contacté aussi. Je crois que c'était ton frère qui avait répondu. c'est Donc, ça. qui ont aidé, tu vois, un peu à populariser 0D, qui pourtant était un peu masqué aux yeux du grand public. Oui. Comment ça s'est passé la suite de la démocratisation ou de la popularité de 0D, sachant que pour le grand public, en fait, tu vois, on pouvait pas savoir que c'était 0D. En fait, on voyait ASICS ou je sais pas quelle marque c'était, mais on voyait pas que c'était 0D. Qui t'a contacté ensuite pour entre guillemets se faire équiper? C'est une excellente question, Rudy. Et en fait, dans le milieu du triathlon, on va dire à haut niveau international, les triathlètes savaient que c'était 0D. Même si ces tenues-là, les tenues dont on parle, nous, on les avait fabriquées pour ASICS. Et même si les réseaux sociaux démarraient à peine, parce que là, on est en 2008. C'est 2008 pour les gens qui situent pas. Les gens qui sont inscrits sur Facebook en 2008, il y en a pas beaucoup. Donc, c'était le début du réseau social Facebook. Mais il y a quand même le bouche à oreille et le triathlon, c'est quand même un petit milieu où je vais pas dire que c'est un entre-soi, mais ça reste un petit milieu où tout le monde connaît tout le monde. Et on va dire que les nouvelles vont vite, entre guillemets. Et un expert du... En fait, nous, on a un patronage qui est ultra singulier et qui est reconnaissable. Donc, un amateur, je veux pas comparer 0D à Ferrari, mais un amateur automobile, dans la rue, il voit une Ferrari, même si elle n'est pas rouge et même si c'est pas marqué Ferrari dessus, il va reconnaître le style et il saura que c'est une Ferrari. Donc, dans le triathlon, les gens, même si c'était marqué ASICS, ils savaient que c'était 0D. Voilà. Je ne veux surtout pas Non, non, comparer mais c'est bien ça. Ferrari, C'est mais ce sera un exemple qui sera parlant, je pense, pour beaucoup de personnes. et donc ensuite, il y a d'autres nations qui t'ont contacté pour dire nous aussi on Ouais, aimerait. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le même patron entre guillemets pour chaque équipe, tu vois? Est-ce que c'est la même tenue? Ah, oui, alors justement, pour les Jeux Olympiques de Paris, on a proposé différentes options. Il y a des patrons qui sont légèrement différents. Et on a aussi testé les tissus en soufflerie. On est allé à l'IAT de Saint-Cyr pour faire des tests, en fait, des tests aérodynamiques sur la tenue. Donc, en plus que ce soit une tenue qui soit ultra rapide dans l'eau, du fait de propriétés hydrophobes. Donc, en gros, l'eau glisse à la surface du tissu, mais en plus, on a bossé sur l'aérodynamisme de la tenue et on a différentes options de patrons. Et d'une nation à l'autre, bah, il y a des choix qui sont un petit peu différents. Il y a des nations qui ont des jambes, par exemple, des jambes qui sont un petit peu plus longues que d'autres. Et puis des tissus qui peuvent varier d'un empiècement à l'autre, pour schématiser. Non, mais c'est hyper intéressant de voir, bah, justement, toi, je posais la question, voir s'il y avait une adaptation, justement, là, à la morphologie des gens, quoi. Donc, Oui, oui, c'est oui. vrai que, Après, il y a quand même, c'est intéressant. Après, il y a quand même un morphotype dans le triathlon, hein, comme dans. J'ai envie de dire que, eh ben, justement, tu me donneras peut-être ton avis personnel là-dessus, mais on peut dire qu'un sport arrive à, on va dire, à une certaine forme de maturité de très haut niveau quand il y a un morphotype qui se dégage par rapport à d'autres, parce que ce morphotype est plus en adéquation avec la très haute performance. Et donc en triathlon, il y a un gabarit quand même idéal, c'est plutôt grand, mais avec des plutôt grand, pas si grand que ça, mais en tout cas des athlètes très fins. ouais, Euh, avec des longs segments, tu sais, ouais, quand des je te longs vois, je vois que segments, t'as des voilà, longues jambes, des longs très bras. longiligne, très longiligne. Ouais. Donc bon, après il y a toujours des athlètes qui font exception hein, dans tous les sports. Où voilà, en NBA, il y a certains joueurs qui font moins d'1,90 m, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. En triathlon, on a quoi? On a quel athlète? On a Christian Blumenfeld, qui peut-être a un gabarit qui dénote par rapport aux autres. Mais oui, ce sont des athlètes très longilignes. Bon, après, on a différentes tailles, mais de toute façon, toutes les tenues sont calibrées pour aller à des athlètes enfin, à des triathlètes de haut niveau olympique. Et est-ce que pour les amateurs qui nous écoutent, est-ce que eux aussi peuvent avoir plusieurs choix
tu vois, de textile, de morpho, tout ça, ou c'est vraiment réservé aux équipes nationales, aux athlètes pro? Alors sur les trifonctions, on a une size range, désolé, une proposition de taille classique entre guillemets où ça va de 2XS jusqu'à 2XL. Mais c'est vrai que sur les combinaisons de néoprène, comme ce sont des produits qui sont élastiques mais moindres que du tissu, on a des tailles plus spécifiques parce on a par exemple la taille medium, mais on a aussi la taille medium large pour les mecs un peu enfin pour les gars musclés, et on a medium tall pour les pas les grands Les mecs, grands mais les grands voilà, longilignes. voilà c'est ça. C'est oh, on est horrible, je suis horrible Non, non, pas de du dire tout, pas comme du ça. tout. Et ben justement, j'en viens à un peu la partie CrossFit, parce que aujourd'hui, tu as un très bon niveau en CrossFit au niveau Ouais. national. Mhm. Comment tu découvres un peu le CrossFit? Parce que tu nous as dit, voilà, tu faisais un peu de muscu, un peu de course à pied, tu fais de l'Ironman, tout ça. Et à un moment, donc, je crois que ça fait 8 ou 9 ans que tu découvres le CrossFit. Comment tu découvres ça? Je crois savoir que tu as été à la salle de Marvin, à Oui, Montpellier, exact, si je dis pas de exact. conneries, le bon vieux Marvin, à qui on passe le bonjour s'il il m'écoute. Mais Salut Marvin. voilà, mais je pense qu'il est peut-être il est encore sur son bateau ou pas, le petit Marvin? Est-ce qu'il Je est sais encore... pas. Alors, on va peut-être préciser pour les gens qui écoutent le podcast. Marvin est un des pionniers du CrossFit en France. Il fait partie des, je sais pas, on va pas dire un top 10 ou Dans les 5 premières box, parce que j'avais été l'interviewer voilà, c'est en dans les 2014. Donc, premières salles de CrossFit de France, premier pratiquant CrossFit en France. Il a énormément contribué au développement du CrossFit à Montpellier et pas que. Voilà, donc et il a une grande gueule, ça on peut le dire aussi. il a un fort caractère. Alors, comment tu découvres le CrossFit? Donc, c'est directement, t'avais vu de la pub ou comment ça se passe? Alors, j'avais un pote qui fait du CrossFit et en fait, il me connaissait un petit peu et il sait que moi, je suis un peu touche à tout et il sait que j'adore la compète. Et il m'a dit, ouais, Pierre, faut absolument que tu testes le CrossFit, faut absolument que tu testes le CrossFit. Et en fait, mais il m'a tanné pendant au moins 2 ans. Puis un jour, j'ai vu une épreuve des CrossFit Games sur YouTube. C'était une épreuve où ils avaient de la natation avec des barres muscle-up. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est des fous et tout. Ça a l'air trop bien. Ah, mais oui, mais Kevin, il m'en a parlé. Ça fait 2 ans qu'il me dit d'essayer. Et puis à ce moment-là, ça y est, j'avais aussi des tendinites d'Achille chroniques. Donc en fait, je pouvais plus courir. Et donc je faisais je faisais un peu de fitness là, comme je disais. Je courais de temps en temps. Enfin, je bricolais. Et du coup, j'ai ouvert. Je suis venu toquer à la porte de CrossFit Montpellier à Castelnau-le-Lez, plus précisément. Et voilà, j'ai découvert ce sport et ça a été un peu comme pareil comme en triathlon, un coup de foudre avec ce sport et aussi avec la communauté. Et je te donne une histoire. Moi, quand j'ai fait ma première séance de CrossFit, donc c'était 2011, c'était une des toutes premières Ah salles ouais. qui s'appelait CrossFit France, donc à Villeparisis, en région parisienne, qui a pas tenu longtemps à cause de ce nom-là, qui était très sectaire. Et donc, moi, j'étais arrivé pour tester tout ça. Ils m'ont fait faire un Fran. Donc, évidemment, j'étais rincé en tant que pratiquant de muscu. Est-ce que toi, tu te souviens de ta première séance? Parce que je me souviens que, si je dis pas de conneries, à l'époque, la plupart des salles CrossFit faisaient des fondations, tu sais, des cours vraiment pour Ah t'apprendre oui. les mouvements. Tu mettais pas directement sur un WOD de l'enfer. Est-ce que toi, c'était directement les fondations, justement? Ah ben je fais partie des athlètes qui sont passés par 3 fois 1 heure de fondation. Donc à faire que du PVC, à voir tous les lifts au PVC et tout. L'air squat. Déjà, rien que pour passer 3 fois 1 heure de fondation, faut être patient. Euh, mais moi, mon premier WOD, et justement, on parlait de la case départ et de l'humilité. Mon premier WOD, c'était un Murph en équipe de deux. Et j'étais avec une femme. Elle était trop forte. Elle était trop forte et moi, en plus, voilà, ça faisait 2 ans où j'allais à la salle. Donc, je faisais un peu des tractions, des trucs. Enfin, je pensais que je faisais des tractions. En fait, je faisais du bricolage. Je pensais que je faisais des pompes. En fait, je bricolais. Et on a fait ce Murph. Et à chaque fois, elle envoyait des séries en traction. Je me disais, je peux pas faire moins qu'elle, je peux pas faire moins qu'elle. Et bref, Et est-ce que tu as fait moins qu'elle? franchement, j'ai failli laisser ma vie, mais j'ai pas fait moins. Et mais elle était vraiment très forte.
Et bon, j'ai eu des courbes. J'ai cru que je m'étais fait une rupture des tendons du biceps là, à l'insertion au niveau du coude. J'ai eu mal pendant 10 jours. J'étais à deux doigts d'aller à l'hôpital pour voir faire des images, savoir ce que j'avais. J'ai eu des courbatures, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Et mais voilà, je me suis accroché. Je me suis rendu compte que j'étais mauvais, mais j'avais envie d'explorer ce truc et de devenir moins mauvais. Et est-ce que quand tu es arrivé au CrossFit, tu avais déjà le physique que tu as actuellement? Parce qu'aujourd'hui, tu es assez balèze. J'ai pu entendre que tu faisais 84 kilos. J'imagine que quand tu Non, dis... non, non, moi je suis pas du tout balèze, hein, Rudy. Très sincèrement, quand j'arrive sur les compétitions de CrossFit, très souvent j'ai le physique le plus soudé Combien tu mesures? Je fais 1m83. Ah, ça va, tu fais un 83, 84 kilos et tu es assez sec. On voit les Oui, photos sur ton oui, compte. oui, T'as oui. un très bon physique, hein, on va pas... Non, 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 j'ai pas ouais, enfin, comment dire? C'est ça qui est intéressant dans le CrossFit, c'est que je pense que quand on fait du CrossFit, la seule chose qui nous importe, c'est la performance. C'est de pouvoir soulever plus lourd ou à poids équivalent, plus grand nombre de répétitions, sauter plus haut, faire toujours plus. Mais le physique, au final, c'est la résultante du process, c'est la résultante de l'entraînement en point final. Mais on vient pas en tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je suis pas venu au CrossFit pour me dire, tiens, je veux avoir ce type de physique. Je suis venu au CrossFit parce que le sport m'intéressait. Et après, si tu as tel ou tel physique, c'est juste la conséquence de ton travail, en fait, de ton entraînement. Mais non, non, moi, j'ai un physique vraiment, très sincèrement, quand je suis sur les compètes, je me trouve Mais richoon. ouais, maigrichon, vraiment. Après, voilà, je fais avec mes armes. Je sais que je connais mes points faibles, donc la force. Après, voilà, j'ai d'autres trucs où je peux bien me débrouiller. Et voilà, puis c'est pas à mon âge où j'arriverai à avoir, à développer vraiment ma force ou à atteindre, hein. Bien sûr, j'aimerais bien être plus baraqué, mais pas pour mon physique, plus parce que pour soulever plus lourd, entre guillemets. Mais ah oui, donc excuse-moi, j'en reviens parce qu'on a digressé. Quand je faisais du triathlon à très haut niveau international, je faisais entre 68,5 et 71 kilos. Je te le dis avec précision parce que je suis retombé sur un dossier où j'ai tout mon suivi longitudinal. Donc en fait, j'ai des dizaines de papiers avec plein de data. Et donc très haut niveau international, entre 68,5 et 71 kilos. Quand j'ai fait de l'Ironman, je faisais entre 72 et 74 kilos. Et à présent, je fais 84 kilos et je suis presque, je pense, avec le même taux de masse grasse que avant. Peut-être un petit peu plus parce que j'ai quand même vieilli, mais je reste avec un physique sec, on va dire. Ouais, ouais, car moi je trouve que tu as un très bon physique. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que j'ai entendu dans le podcast avec EMF. Il parlait dedans que tu avais un profil polarisé. Est-ce que tu penses que tu as ce profil polarisé avec justement ses avantages, je sais pas, ses points forts, on va dire, sur l'aérobie et sur la gym, si j'ai bien compris, comparativement à la force, parce que justement, tu as fait beaucoup, beaucoup de triathlon pendant longtemps. Tu penses que c'est ça qui fait que tu as ce profil polarisé ou t'as jamais été doué peut-être pour la force ou même gamin, t'étais pas explosif du tout? Eh ben, là, tu poses une question super intéressante parce que c'est très difficile de savoir quelle est la part d'inné et quelle est la part du travail. Euh, Très sincèrement, c'est difficile pour moi de savoir si quand j'étais enfant, j'avais pas de force et pas de vitesse, et si mon très gros déficit dans ces deux domaines est lié à ma pratique ultra intensive et puis sur quand même plus de 20-25 ans en sport d'endurance. Mais c'est vrai que à ce jour, bon, bah, j'ai très peu de force. Et Alors, souvent, les gens sont choqués du. on va relativiser parce que j'ai entendu, donc le podcast a à peu près un an avec EMF où tu disais faire 120 au développé couché, je crois 175 au soulevé de terre, tu faisais 4, tu étais sur le point de passer 90 à l'arraché.
Ouais. Qui sont pas des perfs très faibles quand même. Faut Oui. relativiser. À 42 ans, là, maintenant, tu vois, t'as 43, mais à 42 ans, tu faisais 120 au développé couché, à 84 kilos de poids de corps, c'est pas une perf ridicule, tu vois, on peut pas dire ça. Alors, tous les chiffres que tu as donnés sont justes, sauf le développé couché. Mon PR, c'est 115. Ah. Donc, non, c'est, comment dire, une fois de plus, je veux pas que les gens qui nous écoutent se fassent de mauvaises idées, mais on est tous le nul de quelqu'un, entre guillemets. Et, euh, et moi, ces performances-là, très sincèrement, mes concurrents au niveau national, ils sont largement au-dessus, largement, largement au-dessus. Là, intéressant, le podcast a un peu plus d'un an. Maintenant, j'ai 91 à l'arraché. Mon bench n'a pas progressé et mon deadlift est à 180 versus 175 il y a un an. Et mon back squat n'a pas monté. Donc, en gros, mes références en force n'ont, on va dire, pas bougé et en haltéro, pas bougé non plus. Mais Euh, est-ce que tu penses que ça, c'est pas dû justement au fait que tu n'arrives pas à te contenir à en faire trop? Tu vois, j'ai écouté le podcast et donc là, on discute. Et je vois bien que tu as cette idée aussi de jamais en faire assez, que j'ai aussi hein, dans ma pratique du kayak et en muscu quand j'en faisais à fond aussi, où on dit c'est jamais assez. Mais est-ce que tu penses pas que ça, c'est un frein justement au développement de ta force? je pense que justement, j'ai fait attention à ça. Ça fait quelques années, depuis quelques années, j'ai complètement arrêté de courir. J'ai fait attention justement peut-être à pas en faire trop. Je pense que ce qui est dur, c'est franchement, même je le dis, ça me saoule. Et ça me saoule le nombre de gens qui, à longueur d'année, viennent me dire en me disant: «Ah mais non, mais c'est pas compliqué, la force, Fais du 5x5 avec 3 minutes de récup et vas-y. ah ouais, non, mais le nombre de gens qui me disent il suffit de ça et tout. En plus, moi, je suis quand même un gros bosseur. Donc, il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que on peut pas me dire t'as pas essayé. Euh, et c'est vrai que à longueur d'année, je croise des gens. Alors, une fois de plus, ça me saoule, mais c'est toujours bien intentionné. Mais toujours des gens qui viennent dire ah mais pour la force, il suffit de faire ci ou il suffit de faire ça. Et tu vas voir ton squat il va exploser. Bon bah non, mon squat il explose pas et mes perfs elles restent, je vais pas dire merdiques, mais en tout cas mes concurrents dans si je considère les 10 meilleurs masters de plus de 40 ans, tout le monde snatch 100 mais à l'aise. Et moi je suis le seul à galérer à 90. Mais bon, j'ai d'autres trucs. Ouais, après, quand il y a des épreuves cardio, forcément, bah là, tu Ouais, te balades, voilà. quoi. Là, il y a, y a plus Bah, d'histoire. alors, attention, on va casser un mythe. Ceux qui ont du cardio ne se baladent jamais. C'est- Ouais, non, mais t'as compris Non, mais l'histoire. des fois, t'arrives, il y a des gens qui disent, ouais, mais pour toi, c'est facile, t'as du cardio. Alors déjà, t'as envie de dire, C'est moins difficile, peut-être. non, c'est juste que c'est plus court. C'est juste que c'est plus court s'il y a une distance donnée, mais le niveau d'intensité que moi ou Pierre-Paul Jacques met, le niveau d'intensité reste du 100%. Donc en fait, c'est pas plus facile, c'est juste que ça va être un petit peu plus court. Et même peut-être, j'ai même envie de dire, est-ce que ce serait pas plus dur parce que justement, on a nous quand même travaillé cette habileté à aller se faire mal entre guillemets, hein, aller chercher la dark zone où tu vois, tu sais que ça fait mal, mais tu sais que tu peux quand même tenir. Donc, je tiens à casser un mythe. Quand on a du cardio, les choses ne sont pas plus faciles. C'est juste, elles peuvent être un peu plus courtes. Donc voilà. Mais oui. Et après, oui, si, il y a un autre truc aussi où je pense que c'est le bon lieu pour en parler, c'est que le cardio, c'est vraiment un truc. C'est le fruit du travail, vraiment. C'est les années, les entraînements, les entraînements, les entraînements, les entraînements. Alors que la force, bon, il y a quand même une belle part d'inné, hein. Des fois, tu vois à la boxe des mecs qui ils ont presque jamais fait de sport de leur vie là. J'ai rien contre le rugby les gars, donc on se calme. Mais genre c'est des vieux rugbyman, ils arrivent, ils ont jamais fait de squat, bam, ça passe 150 au calme. Et toi là, tu t'entraînes depuis, je sais pas comme pour moi depuis 8 ans là, et je suis loin de tout ça. Donc ouais, la force, il y a une grosse part d'inné dans la force. Et le cardio, voilà, c'est juste, c'est entre guillemets que du boulot.
Ouais, Même t'as peut-être une part aussi, tu vois, que t'as fait jeune aussi, tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de force quand j'étais gamin. Et dans ma famille, on est tous assez fins de base. Et donc, moi, avec les années, bah, je suis devenu super fort par rapport à mon gabarit. Mais parce que j'ai fait ça quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Tu vois, quand toi, tu as commencé le triathlon. Et aujourd'hui, moi qui fais plus de cardio, justement, je suis un peu véreux parce que je vois que ma VO2, elle monte pas, quoi. Qu'elle est Ah bien oui, basse, quoi. ben, Tu vois? monter sa VO2 après 30 ans. Alors oui, bien sûr, quand on part de Ouais, zéro, voilà, tu montes un peu, on mais peut après, faire. tu stagnes, Voilà, comme moi. mais après on Ouais. stagne. Non, mais c'est super intéressant parce que alors moi j'ai un garçon qui là il va sur ses 17 ans. Voilà, bah, alors j'ai vu, alors je saute un peu mes sujets, mais justement, qui est devenu un peu plus fort que toi. Ah ouais, ah ben ça y est, Et c'est en alors, ce moment il. comment tu vis ça? Alors, ça aussi, c'est une question qui me taraude. C'est, voilà, bah, ton fils, il a 17 ans, donc il te met la pilule. Comment... Bon, alors attends, il me bat, mais il me met pas encore la pilule. Non, alors cette année c'était super intéressant parce que dans sa catégorie d'âge, donc il est en teens 16-17 et moi je suis en master 40. Quasi toutes les épreuves qu'on a fait sur les différentes qualifications en CrossFit, sur les compètes CrossFit et sur les open quarters et semi-finales, on a exactement les mêmes charges, exactement le même nombre de répétitions, on a les mêmes épreuves. Donc, on peut vraiment se comparer. Et là, cette année, sur l'ensemble de toutes ces épreuves, on est à peu près à 50-50. Je le Ah, bats à peu près une fois sur deux. Il me bat à peu près une fois sur deux. C'est vrai que quand il me bat, lui, très souvent, c'est une victoire un peu plus large que quand moi je le bats. Mais cette année, justement, donc lui, il fait de la force depuis tout jeune, hein. Pareil, on va profiter en plus, Rudy, j'ai l'impression que tu es très grand. ouais, moi, je fais 1m95. 1m95. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Merline, il fait là maintenant, Merline, mon fils, il fait 1m80. Il est vraiment en train de grandir et il fait de la force depuis qu'il a, allez, 9 ans. Et ni toi, ni lui n'êtes atteint de nanisme. Donc, on peut être très jeune, faire de la force et devenir très grand. C'est peut-être important de le Et rappeler. ben, justement, je voulais savoir un peu comment, parce que j'ai pu entendre aussi que tu l'avais beaucoup mis dans l'eau durant ces jeunes années. Comment s'est passé ensuite son évolution d'un point de vue activité sportive? Est-ce que, il a fait des sports particuliers ou est-ce que tu as toujours essayé d'avoir une sorte de mixité d'activités? Là, tu parles d'avoir mis à la force, peut-être au CrossFit à 9 ans. Je sais pas si ça existait il y a 8 ans, les CrossFit Teen. Bref. Et Si, comment ça ça s'est passé existait. un peu son parcours sportif? Ah oui, question très intéressante. Bah, du coup, en fait, de façon un peu naturelle, moi, je l'ai toujours poussé à faire tout plein de sports. Euh, Puis il y a aussi sa maman. Donc sa mère et moi on est séparés, mais il y a aussi sa maman elle voulait qu'il fasse du judo. Bah, du coup il a fait du judo. Moi j'ai une passion pour le basket et comme je regardais le seul sport auquel je m'intéresse au niveau actu, c'est le basket. Donc de temps en temps, je regardais un peu du basket sur YouTube. Donc bah, il regardait avec moi. Du coup, il s'intéressait au basket. Puis il a joué au basket en club. Il avait un copain qui faisait du skateboard, donc il s'est mis au skateboard. Et d'ailleurs, il a un très bon niveau en skateboard. Chez sa mère, Allez, il il va a pouvoir faire les Jeux Olympiques comme tu apprécies ce sport, aux Jeux Olympiques. non, pas au JO. Euh, du coup, il a un grand trampoline chez sa mère, donc depuis tout petit, il a fait énormément de trampoline. En fait, il a touché un peu à tous les sports. Et après, je pense juste par mimétisme, bah tu vois ton père qui fait ci et ça. Bon, ben, puis en fait, c'est des jeux. Et puis, on a eu de la chance, c'est que quand j'ai changé de salle de CrossFit, que je suis allé au Cube, en fait, il y avait un coach qui s'appelle Tanguy, qui est devenu un de mes meilleurs amis et qui a mis en place un cours CrossFit Teens. Et il y avait un petit groupe d'enfants, bah, dont, dont mon fils. Et ils étaient 5-6. Et voilà, il y avait ce cours CrossFit Teens. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas trop le CrossFit, ne vous imaginez pas des enfants en train de faire du CrossFit. Imaginez-vous plutôt des enfants qui jouent, qui font essentiellement de la gym, qui vont reproduire des mouvements d'haltérophilie, mais avec des bâtons en bois. Et en fait, c'est que des jeux.
Et les gosses, ils ont l'impression de jouer, mais en fait, le coach, il est en train de bosser leur vitesse, il est en train de bosser leur, tout leur schéma corporel, quoi, de la finesse technique. Et les enfants, c'est des éponges. Quand le coach, il montre un snatch, les enfants, la plupart des enfants, ils reproduisent un snatch quasi parfait. Alors que nous, les adultes, on galère séance après séance. Et du coup, ben, mon fils, il a fait ce cours CrossFit Teens avec Tanguy. Puis ensuite, quand il a commencé à grandir, ben, le bâton devient une petite barre en aluminium qui fait 5 kilos. Et puis après, tu rajoutes des petits points en plastique. Et puis voilà, ça commence à faire de l'haltérophilie tranquillement. Et puis peut-être on peut aussi profiter de cet épisode pour rappeler qu'il y a des enfants qui pèsent à peine 20 kilos, qui se trimballent des cartables qui font 11 ou 12 kilos et qui le portent sur une seule épaule et qui marchent parfois 2 kilomètres avec un cartable comme ça. Et puis voilà, donc il faut pas s'inquiéter de voir des barres d'haltéro avec des enfants. Quand il y a un bon coach, quand c'est bien encadré, il y a vraiment pas de crainte à avoir. Et c'est un très très bon sport pour travailler la force et la vitesse. Et c'est quand même dans le sport, on va dire, c'est des qualités de rêve, la, la vitesse et la force. Enfin, Est-ce que ton fils a les mêmes difficultés que toi pour développer la force? alors justement, au début, et c'est là où en fait on va répondre à la question, c'est que mon fils, très sincèrement, c'est un copier-coller de moi. Je Ah ok, pense bon. que l'héritage génétique, il a tout pris de mon côté. C'est quand on voit les photos au même âge, des fois on a presque du mal à savoir qui est qui. Donc vraiment au niveau de la génétique, une copie de moi-même. Et là justement, depuis on va dire 6 à 12 mois, sa force est en train d'exploser. Lui, il a passé son snatch en moins de 12 mois. Son snatch est passé de 60 à 93 kilos. Ah merde, il fait 2 kilos de plus que toi. Oui, ah oui, ça y est. Et, il a même passé 95 là, il y a pas très longtemps. Et donc, oui, non, ça y est. Et au niveau de la force, il est au-dessus de moi sur tous les lifts, sauf sur le deadlift, où je dois avoir 10 kilos d'avantage. Et ensuite, en haltérophilie, il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi. Ça y est. Et tu as posé une question super intéressante à laquelle donc du coup par rapport à puisqu'on parlait est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est la conséquence d'années de d'endurance et l'absence de travail de force et de vitesse. En fait voilà, on se rend compte que c'est vraiment faire le bon travail à certaines périodes de la vie qui permet de développer les qualités physiques. En tout cas, on va dire dans l'exemple de mon fils et moi, c'est ce que ça aurait tendance à montrer. Et, et je perds le fil. Si j'en reviens à la question que tu avais, qui était est-ce que c'est pas dur de voir son fils te dépasser? C'était ça, hein, ta question. Exactement. Eh ben ouais, c'est dur. C'est dur, mais ça y est, Parce que tu sais, tu essayes de lutter. Depuis, moi, je m'entraîne beaucoup avec des petits jeunes en kayak. Et ça, je les vois grandir, qu'à progresser chaque année à fond, tu vois, vraiment beaucoup plus vite que moi. Et tu vois, ils me passent. Et tu vois, tu essayes de forcer, t'es à côté. Tu peux rien faire, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, en fait, c'est un peu dur parce que justement, là, quand sa force elle a explosé, moi, je me dis, ouais, mais c'est injuste. Lui, il a fait tellement moins de séances que moi, il s'est entraîné moins dur, moins longtemps, et il me bat. Donc, tu as une certaine forme un peu d'injustice. En même temps, c'est ton fils, donc tu as aussi une forme de fierté. Et franchement, je le cache pas, il y a des séances où, pour moi, psychologiquement, c'était un peu dur parce que je vois qu'il me dépassait, qu'il était en train de, comment dire, presque de me dominer, tu vois. Et ça a été un petit peu dur, mais là, ça y est, là, je suis vraiment très, très fier de lui, très, très content pour lui, parce que c'est aussi un enfant où sa maturité physique, un peu comme moi, elle arrive un peu tard. Et quand tu es un enfant, tu es quand même euh, psychologiquement, tu restes encore fragile, tu es beaucoup comparé. Et tu vois, franchement, je te raconte pas le nombre de discussions où je suis avec un gars qui fait un peu du CrossFit, il y a mon fils qui est juste à côté, et puis il va dire
Il va dire, ah, t'as vu tel teenager, d'autres garçons de France ou de Montpellier à dire, ah ouais, il est trop fort et tout. Puis tu vois, il y a mon fils qui est juste à côté. C'est un peu un de ses concurrents. Puis tu as l'impression que lui, il est inexistant dans la conversation. Pour Et tu vois, l'instant, ça va pas durer, ça va peut-être te donner la niaque, justement. ouais, mais les enfants ne sont, je pense, peut-être naïvement que les enfants sont pas prêts à tout entendre et c'est dur, tu vois, pour lui. D'autant plus que il fait du CrossFit depuis tout petit, mais la compétition en France, la compétition pour les enfants en CrossFit, ça commence à 14 ans. Et en fait, lui, pendant des années, il a pratiqué sans pouvoir exprimer son entraînement en compétition. Donc, il devait être patient. Et tu vois, quand il avait 10 ans, il me disait, ah, j'ai trop envie de faire des compètes. En plus, moi, il me suivait sur les compètes. Et il me disait, ah, ça doit être bien les compètes, ça doit être bien les compètes. Mais lui, il pouvait pas en faire. Et il a dû être patient. Et puis, au début, voilà, il faisait ses compètes. Pas qu'il se faisait laminer, mais il y avait des gars qui étaient nettement plus forts que lui. Mais ils étaient plus forts que lui, principalement parce qu'ils avaient plus de maturité physique. Et tu vois, et moi, je me souviens, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé le tri et que j'arrive sur mes premiers championnats de France, c'était cadets. Il y a des cadets, c'est des hommes, et il y a des cadets, c'est des enfants. Et il n'y a pas beaucoup de coachs enfin, je force le trait, hein, mais il y a des coachs, des fois, ils ont même pas tant de recul que ça à se dire, OK, non, mais ce jeune, en fait, il est devant parce que il a 2 ans de maturité physique, en plus par rapport à d'autres jeunes où il y en a qui sont en retard entre guillemets et c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu derrière. Après, rien n'est noir ou blanc, hein. Une fois de plus, on en revient au curseur. Mais en tout cas, j'ai vu que mon fils a dû rester patient et cette année, il m'a envoyé un joli message. C'était à un moment où quand on a eu les résultats des semi-finales, il m'a dit, en gros, je l'ai félicité pour ses résultats. Il était chez sa maman, c'est pour ça qu'il m'a envoyé ce message. Et il m'a dit, tant d'années à regarder les performances des autres, maintenant, c'est à mon tour de performer. Et voilà. Et Ça fait plaisir, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. ouais, ça fait plaisir. Et voilà, nous, on est des adultes. Donc, on sait que, on sait qu'il faut être patient, on sait qu'on peut être blessé, qu'on peut avoir une saison off ou même deux. C'est la vie, ça, on avance. Mais quand tu es tout petit, c'est dur. Et il a eu quand même cette forme déjà de maturité, de sagesse, hein, aussi, de se dire, voilà, je dois être patient, je dois continuer à travailler et mon heure viendra parce que le travail paye toujours. Des fois, pas au moment où on veut, mais il faut se rassurer par rapport à tout ça. Il y a un moment, si on est sérieux, ça va payer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher. Et ben, alors, j'en viens au sérieux de l'entraînement. Euh, Aujourd'hui, comme depuis toujours, tu t'entraînes énormément, mais j'ai cru entendre que tu négligeais parfois l'échauffement, que tu avais des petites douleurs. Et aujourd'hui, ça tombe bien en plus parce que je suis tombé sur tes stories sur Instagram, sur ton compte Tricor, où Ouais. justement, a priori, tu as fait appel à Training Therapy. Donc, Thomas et Ouais, Simon, je sais pas si tu bosses avec Thomas ou Simon, un des deux. avec Simon. Avec Simon, donc bon, de toute façon, je connais bien les deux, ils étaient venus chez moi, donc je les connais bien. Donc, on passe le bonjour à Training Therapy. Et donc, tu vois, ça fait 1 an que j'avais écouté le podcast EMF, donc il a 1 an. Et justement, dedans, tu disais que tu appelles souvent l'échauffement, tu allais à l'essentiel, tu Ouais. avais des petites douleurs, des petits trucs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu prends ça quand même beaucoup plus au sérieux, ou alors c'est peut-être juste pour la story du jour, mais que Non, pas justement, tu t'étais beaucoup plus mis à faire attention à toute cette partie préhab, réhab, échauffement. Euh, Pourquoi? Alors, euh, je me suis pas mis à être sérieux, ça s'est imposé à moi. Ah merde. Non, cette année, très dur parce que j'ai eu beaucoup de pépins physiques. C'est vrai que moi, je fais partie des gens qui, même encore maintenant, hier, je me suis entraîné avec Enguerrand Aucher. Eh ben, on passe le bonjour, Enguerrand, je l'ai vu sur Ouais. le podcast aussi. Oui, il m'a dit. Donc hier, j'arrive à la Il salle. était en forme, j'espère. Ouais, il était en forme, mais justement, j'arrive à la salle. Alors lui, ça faisait déjà 10 minutes qu'il se mobilisait et tout. Il me dit quel training on fait, mais moi, je prends la barre, tu vois, ça part. Et lui, je voyais qu'il prenait son temps et il m'a dit, oh, mais chauffe-toi plus et tout. Et j'ai dit, non, mais toi, c'est ton métier, c'est normal que tu passes du temps à faire ça. Enfin, bref, oui, moi, c'est vrai que je fais partie des gens qui vont un peu droit au but. Comment dire?
ça pose aussi la question de à quoi sert un échauffement. Je te donne un exemple un peu simple. Des fois, je vais à la piscine, pas en ce moment parce que je nage moins, mais on va dire il y a 1 an ou il y a 2 ans. J'arrive à la piscine, je vais partir direct sur un 30 x 100, départ une 30, que je vais tourner en une 18. Donc pour moi, c'est de la zone 2, entre de la zone 2 et de la zone 3. Bon, ben, pas besoin de s'échauffer pour ça. Pourquoi il y a besoin d'un échauffement? Moi, ça fait 20 ans que je nage, donc j'ai déjà mes repères techniques. J'ai pas besoin de mettre en place, entre guillemets, ma technique. J'ai une très bonne mobilité naturelle. Là, on reste sur des intensités cardio-respiratoires qui sont relativement faibles, donc il n'y a pas besoin d'échauffement cardio-respiratoire, entre guillemets. Niveau musculo-tendineux, c'est de la natation, c'est un sport porté. Donc, typiquement, c'est le genre de séance où tu peux y aller, il y a pas besoin de s'échauffer, mais ça va toujours choquer des gens parce que on va dire, dans une façon un peu simpliste de raisonner, tu dis, bah, il y a l'échauffement, ensuite, il y a la séance, ensuite, il y a le retour au calme. Alors, oui, bah, ça, c'est un petit peu la théorie, mais ça dépend tellement de, en fait, ce qu'il y a dans le corps de séance. Alors oui, par exemple, là, moi, où j'aurais besoin, donc conditionnel, de passer plus de temps à m'échauffer, ça va être en haltéro. Bon, j'ai une très bonne mobilité, mais mine de rien, voilà, il faut quand même être opérationnel sur sa technique. Il faut être opérationnel sur sa mobilité. Et là, oui, il faut passer un peu plus de temps. Mais ouais, moi, après, comment dire? J'ai un enfant, je bosse beaucoup, donc euh, tu sacrifies un petit peu du temps sur les choses qui te semblent un petit peu moins importantes. Et très souvent, ben, dans mon cas, ça va être l'échauffement, ça va être la nutrition, ou c'est des trucs pas que je zappe, mais où ça pourrait être mieux. Mais c'est aussi c'est un choix de ma part parce que les journées ne font que 24 heures et pour tout caser, idéalement, ça reste difficile. Donc ouais, warm-up. Et du coup, ouais, cette année, j'ai beaucoup de blessures. Et bah là, franchement, j'ai plus le choix. J'ai été obligé de faire attention, bah, déjà de guérir mes petits pépins physiques. Et du coup, bah, Simon, il m'aide et il a beaucoup de travail. Est-ce que tu as toujours été mobile? Ouais. Et pourtant, c'est rare pour les triathlètes parce que Bah oui, souvent, c'est pour ça que je te pose la question, parce que de tout ce que j'avais pu entendre dans les podcasts, un peu triathlon ou même de courir à pied, souvent c'est des vrais piquets, quoi. Tu vois, justement, d'être dans des positions très raccourcies ouais, ou dans des ouais, c'est positions vrai. fixes pendant longtemps. Après, je pense quand même pour les triathlètes en mobilité overhead, Ouais, grâce à avec la la natation, ça natation, va. ouais, avec la natation, ça fait du bien. Donc en général, c'est plutôt des piquets, on va dire, de la région lombaire, puis toute la chaîne postérieure. Mais moi, non, j'ai de la chance pour ça, on va dire. Donc tant mieux, ça m'évite de passer trop de temps à ça. Puis c'est pas le plus fun non plus. Euh, t'as lancé aussi une autre marque il y a quelques temps qui s'appelle We Are Zeta. Ouais, Plus alors sur We Are Zeta, c'est l'Instagram et la marque s'appelle Zeta. Zeta, ouais, désolé. Et donc, qui est plus orienté CrossFit. Alors, pareil, dans le CrossFit, tiens, moi, ça fait 10 ans que je suis plus ou moins, et il y a plein, plein, plein de marques. Euh, j'ai l'impression, donc, je connaissais pas trop, donc j'ai été voir. Donc, évidemment, c'est que des drop-in, donc on peut pas acheter Ouais, voilà, c'est ça. quand on veut non plus. On peut Euh, acheter 3 fois 3 jours dans l'année. pour vos 3 jours, et encore s'il y a encore du stock, hein, parce que j'ai Il y entendu a qu'il y avait encore des du fois que 9 tout à fait. pièces, ou là, il y a 55 pièces pour, pour Ouais, pour la 0D collection tout à Sportive, ouais, l'heure. ouais. Donc, Mhm. il y a pas grand-chose. Euh, en quoi, et je vais poser la même question que tout à l'heure pour 0D, en quoi ça se distingue des autres marques de matériel, de vêtements pour le CrossFit? Est-ce que justement tu t'inspires beaucoup des tissus, de ce que tu as pu faire avec 0D pour ces vêtements pour le CrossFit? Alors, c'est clair que 0D a apporté énormément, on va dire, au projet Zeta parce que 0D, ça fait 17 ans que ça existe. Donc, on a quand même une très grande expérience dans le textile plutôt haut de gamme dans le sport. Que ce soit au niveau des fabricants de tissus, des ateliers de confection, puis dans nos capacités en fait à développer des produits. Il y a quand même, entre guillemets, il y a 17 ans déjà de travail en amont.
Donc, ça fait un très solide bagage. Et après, sur Zeta, bon, on a pris beaucoup de risques. On dit dans le marketing, pour simplifier, on dit qu'il y a les 4 P. Il y a un P qui est pour product, il y a un P qui est pour price, il y a un P qui est pour promotion. Donc, promotion, ça serait plutôt en français la communication. Et il y a un P qui est pour place. Donc, ce serait canal de vente. Donc, on va répéter, c'est product, price, promotion et place. Et en gros, il est communément admis que pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il se distingue sur un des 4 P. Donc, on va donner un exemple. On peut avoir un produit qui est similaire à tout ce qui existe déjà, mais on va se positionner différemment sur le prix. Par exemple, avec une stratégie low cost. En gros, on va avoir un produit à peu près comme tout le monde, mais on a un prix qui est très très bas et on a des très gros volumes. Et le projet a une chance de réussir. On pourrait avoir un produit qui est au même prix que tout le monde ou un produit qui ressemble à tous les autres, qui est vendu au même endroit que tous les autres, mais la communication est ultra différente. Il y a des marques qui se positionnent comme ça avec des campagnes très originales ou très agressives. Ça peut avoir une chance de marcher. On peut avoir un produit qui a la même communication que tout le monde, qui est le même prix, qui ressemble à tout ce qui existe, mais il est vendu d'une façon différente. Et en fait, avec Zeta, on a pris un risque maximum, c'est d'avoir des produits qui soient différents de tout ce qui existe, d'avoir une communication qui soit très à part, très exclusive, très léchée, entre guillemets, très haut de gamme. Un niveau de prix qui est, on vend des t-shirts quand même à 65 euros, on est quasiment 2 fois au-dessus du prix Ouais, moyen. mais ça fait gagner 5 kilos à l'arraché, je crois. Minimum. Je vais en mettre 10 ce soir. Mais en tout cas, après, on a des prix qui sont en adéquation avec des volumes parce qu'on a des quantités qui sont très, 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 très faibles. Et on vend uniquement sous forme de drop. Les produits ne sont accessibles que quelques jours dans l'année. Donc, en fait, sur Zeta, on a fait prise de risque maximum. Sur les 4 P, on s'est dit, on va faire quelque chose qui n'existe pas, en tout cas dans l'univers du CrossFit. Et voilà, pour le moment, cette prise de risque fonctionne bien. Maintenant, ça va être à nous justement d'entretenir cette forme de hype entre guillemets, en tout cas à rester au top au niveau des produits et puis surtout de la façon de communiquer. Mais c'est un projet très très intéressant et quand même j'ai envie de profiter de l'opportunité d'avoir la parole pour peut-être dire que c'est aussi enfin c'est vraiment grâce à 0D quand même que ce projet est réussi parce que il y a l'expérience, parce que aussi avec 0D, bah on a maintenant une taille qui est intéressante. Il y a quand même 10 employés. On a une bonne trésorerie. Enfin voilà, on a quand même une assise financière où on peut se permettre de prendre des risques. Et on s'est fait plaisir entre guillemets avec Zeta. Alors j'aime pas dire on s'est fait plaisir parce que il y a vraiment une montagne de travail depuis depuis très longtemps d'ailleurs parce que c'est un projet qu'on voulait lancer. À la base, c'est un projet qui devait sortir en 2019. Puis on avait un petit peu de retard et en 2020, il y a eu le Covid. Et du coup, voilà, c'est un projet qui a mis du temps à se lancer, mais c'est un projet, quand on le lance, il y a déjà 5 ans de travail avant, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. Et justement, je trouve que le parallèle est super intéressant entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que souvent on voit, ben voilà, on voit un bel athlète dans une salle de musculation avec un beau physique comme le tien ou d'autres, mais on se rend jamais compte du travail qu'il y a derrière. C'est pas quelques semaines, c'est pas quelques mois, c'est des années, des fois c'est des décennies de travail. Et souvent on est un petit peu aveuglé par juste la médaille ou juste le podium ou juste un physique Bah, entre guillemets. surtout que maintenant, ce qui te fait plaisir aussi, c'est que tout le monde a des médailles. Ah ouais, alors là, ouh. Ouais, je te lance pas trop, je te lance pas trop, mais Non, mais franchement, ça, tu me lances grave. Et moi je aussi, c'est un truc qui me plaît pas trop, mais bon. mais moi, ça me plaît pas du tout. Et au risque de. Et d'ailleurs, j'aimerais bien. J'avais vu une interview de Kevin Mayer qui expliquait que de donner une médaille à tout le monde,
ôter le sens de la médaille. Et en plus, il le disait d'une façon, c'était magnifique comment il le disait. Il y avait rien de méchant, il y avait rien de prétentieux, mais en gros, il expliquait que la médaille, elle vient récompenser le travail. Et maintenant, à donner une médaille à tout le monde, en fait, on dévalorise le travail. C'est un petit peu comme ça qu'il l'avait formulé. C'était bien mieux formulé parce que c'est Kevin Mayer et il est au top. Mais voilà, maintenant, moi, ça m'embête un peu de donner une médaille à tous les gens qui finissent une course. J'ai envie de dire, finir la course, c'est le minimum. Voilà. Et la médaille, c'est bah, c'est pour récompenser pas ceux qui ont été meilleurs que les autres, c'est plus pour récompenser des gens qui, voilà, ont travaillé peut-être plus intelligemment, peut-être plus longtemps. Et voilà, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça fait plaisir, tu vois, quand même si on fait une course pour s'évaluer toujours par rapport à soi-même, ça fait toujours plaisir de d'avoir cette petite médaille. Ah, et d'ailleurs, oh bah, Rudy, tu me lances sur un sujet qui est extra. Parce que justement, il y a quelques années, quand mon fils était petit, il devait avoir 8 9 ans. Et en fait, on parlait de sport et je lui dis, tu sais, papa, à l'époque, en triathlon, il était vraiment super fort. Il me dit, ah ouais? Je lui dis, ouais, ouais, j'ai gagné telle et telle course. Donc, je commence à lui faire un peu la liste de tout ce que j'avais fait. Et là, il me regarde avec un air ultra dubitatif et il me dit, mais elles sont où toutes tes médailles alors? Et c'est vrai que moi, j'ai pas de collection de médailles ou de trophées. J'ai tout donné ou j'ai tout jeté parce que, voilà, je cours Tu t'es pas pas. fait une salle de trophées comme tous les joueurs NBA? Non, j'ai pas, j'ai pas la salle de trophées. J'ai quelques souvenirs, hein. J'ai quand même gardé quelques trucs, mais non, c'est pas un truc que j'affiche. Et ouais, au risque de brusquer certaines personnes, je trouve dommage de donner des médailles à tire-larigot à tout le monde. Je comprends que ce soit une fierté pour tout le monde de terminer un marathon, un Alpha Ironman, un Ironman. Mais quand tu vas le soir à Nice, tu te balades et 4 5 heures après la course, même le lendemain de la course, tu as des mecs qui se baladent dans Nice avec leur médaille autour du cou. C'est un peu spécial. Mais un peu spécial Et pour moi. j'imagine trop la scène que tu vois. Ouais. Non, mais de toute façon, il y a que des gagnants aujourd'hui, Pierre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il y a que des gagnants. Non, mais après, comment dire, Ah, mais je comprends. Je suis c'est du même dur. avis que toi, donc. C'est dur parce que je pense que très sincèrement, j'ai un avis qui est voilà, comme je disais, j'ai commencé le sport tout petit. Toute ma vie, je l'ai donné à faire du sport à haut niveau et forcément, j'ai une façon de penser qui, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle cadre pas avec tout le monde. Je te donne un exemple. Pour moi, quelqu'un qui fait du sport 4 fois par semaine, bon, ben, pour moi, c'est un bricoleur. Mais la réalité, c'est que il y a même pas 1% des Français qui s'entraînent 4 fois par semaine. Donc, tu vois, j'ai une vision qui est déformée par ma propre pratique. Et des fois, je dois aussi me rappeler, et c'est pour ça que on parlait de ma maladie et tout. Et justement, ma maladie, elle m'a aussi ramené par terre à me dire, Pierre, tu sais que en fait, c'est pas mal aussi de faire du vélo juste le dimanche, juste pour voir du paysage. Et même si c'est une fois par semaine, c'est cool en fait. Et moi, j'avais perdu ça, tu vois. Pour moi, quand j'allais faire du vélo, c'était juste pour avoir les plus gros watts au compteur. Point final. Je prenais plus de plaisir à m'entraîner. Je me donnais à l'entraînement juste pour prendre du plaisir à la compétition et être le meilleur possible. Mais je prenais plus de plaisir. Et d'être tombé malade, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Et ça m'a pas, je vais pas dire sauvé, tu vois, mais parce que le mot est trop fort. Mais j'ai retrouvé un goût différent de l'entraînement et c'est pas plus mal. Et maintenant, je suis beaucoup plus équilibré dans ma pratique, même si je concède que j'ai une pratique toujours un petit peu extrême, hein. On disait, voilà, je m'entraîne beaucoup.
et j'aime bien me donner à fond, mais je suis beaucoup plus équilibré dans ma tête. Euh, Si je rate une séance d'entraînement, c'est pas la cata. Je suis beaucoup plus à l'aise avec avec ma pratique et ça prend quand même des années aussi. Et je pense qu'on touche aussi du doigt, on touche un sujet où je pense que le grand public ne s'en rend pas compte, mais c'est aussi et c'est un sujet qui est peut-être un petit peu devient moins tabou, mais c'est le bien-être psychologique des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est pas facile. Et je pense que c'est la gymnaste Simone Biles qui en a parlé, l'américaine. Et c'est un thème où voilà, on voit quand même des athlètes où ils gagnent des médailles, mais on voit pas la face cachée des médailles, c'est-à-dire la souffrance à l'entraînement, le fait d'être solitaire, le fait que c'est dur, tout ça, on le voit pas. Avec les réseaux sociaux, on voit que ce qui brille. On voit pas le truc pas glamour. C'est vrai qu'en ce moment, ça sort pas mal. J'ai une dernière question, Pierre, parce qu'après, il va falloir que j'aille courir, justement. Euh, c'est quoi la suite pour toi aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que tout va bien, tu vois. 0D, comme tu dis, va équiper la moitié des triathlètes olympiques, voire un peu plus. Zeta, tu sais, moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Je me dis, tiens, je vais en acheter pour soutenir. Et puis, paf, en fait, je pouvais pas. Il fallait, j'ai loupé le truc. J'ai découvert, comment, il y a pas longtemps qu'il y avait un Euh, drop-in. L'entraînement, bah, tu progresses malgré tout quand même. Voilà, tu vois, depuis le dernier podcast que tu avais fait, sur tes performances, en tout cas, tu as progressé un petit peu. 1 kilo Euh, sur le snatch. Ouais, 1 kilo, mais ça non, non, pique. plus, parce que à l'époque, tu voulais passer 87, je crois que tu faisais 83, et tu vois, là, t'as fait quoi? T'as fait 87, là, c'est ça? J'ai fait 91 91, donc tu vois, non, t'as pris 7 à 8 kilos depuis le dernier podcast, donc il y a presque un an. Donc, t'as pris 5 kilos soulevé de terre. Ouais, Euh, non, c'est j'aime beaucoup la formulation de ta question parce que tu as dit tout a l'air de très bien aller. exactement. Et oui, tout a l'air de très bien aller. Bah, alors, Et qu'est-ce que tu veux faire de plus? non, et tout va très bien. Mais par exemple, cette année, je m'en cache pas, le 0D et Zeta cartonne. Vraiment, je suis super content. Mais au prix d'un travail vraiment phénoménal de j'ai envie de dire de un peu tout le monde, mais surtout de Frédéric et moi, où vraiment cette année on a énormément donné. Moi, je me suis donné corps et âme dans mon travail et je sais que les échéances me permettent de tenir, mais voilà, je j'ai pas un équilibre qui est au top. Alors oui, de l'extérieur, voilà, de toute façon, je suis quelqu'un de nature optimiste. Même si ça n'en a pas l'air, je souris tout le temps. Je parle par rapport à mon Instagram, on me dit ouais, tu souris pas. Non, mais en vrai, je souris tout le temps dans ma vie de tous les jours. Et je suis très heureux. Je suis un papa comblé, mais c'est aussi quand même du boulot. Et du coup, la suite, bah, pour moi, c'est d'essayer d'accompagner mon fils au maximum dans son accession au plus haut niveau. Bah, d'ailleurs, là, il est au Danemark avec André Houdet, qui est une référence en termes de coaching au niveau international en CrossFit. Donc, 4 jours chez André Houdet pour bah, découvrir un peu plus l'univers du haut niveau en CrossFit, partager avec d'autres athlètes qui sont en dehors de la France. Donc voilà, moi, mon objectif principal, c'est d'accompagner mon fils, qu'il soit heureux, épanoui. Si demain il se met au violoncelle, ben il se met au violoncelle et moi je serai à fond. C'est de bien sûr poursuivre 0D Zeta au top niveau. Et après, moi, je vais essayer de trouver mon équipe perso, de pouvoir m'entraîner pour avoir un niveau décent, continuer à montrer à mon fils que je suis encore là, tu vois, et que je peux encore l'accrocher et encore le battre. Et voilà, j'essaie de trouver mon équilibre. Et
c'est une quête et perpétuelle, c'est une aventure de tous les jours, mais que j'embrasse avec mes bras ouverts et les plus forts possibles. S'il y a des personnes qui veulent te contacter, Pierre, c'est quoi le plus simple? Parce que déjà, c'est pas LinkedIn, ça on peut le dire. Ah non, c'est pas LinkedIn. T'es particulièrement actif sur Insta, donc sur tri.core. Ouais, tri_core, Tricor. Oui. Ne m'envoyez pas de messages parce que j'essaie de répondre à tout le monde et après je m'entraîne moins. Non, je rigole qu'à moitié, hein. J'essaie de répondre à tout le monde et tout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est très dur j'essaie de toujours tout faire au mieux et j'ai souvent l'impression de pas faire assez, justement, de des fois pas pouvoir répondre de façon aussi complète aux messages. Et voilà, en tout cas, je remercie, j'en profite aussi peut-être pour remercier il y a des gens que je croise des fois dans l'année et qui ont toujours des gentils mots à dire ouais, c'est bien ce que tu fais, continue à t'entraîner. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message pour dire ouais, c'est cool, continue comme ça. Et voilà, j'essaye d'être bienveillant aussi. Mais en tout cas, je vois beaucoup de bienveillance autour de moi et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Super. Et ben, merci, Pierre, de ton temps. Merci Rudy. Je vais aller faire ma deuxième séance de la journée, sans doute que toi aussi, peut-être. Fais-nous un petit test Vosna là. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis mon plan, c'est une journée cool aujourd'hui, une journée cool. Une journée, on va dire, basse intensité. D'accord, ok. Ouais, moi je vais aussi aller à la salle, je vais faire un peu de gymnastique. Mais qu'est-ce qu'il fait Enguerrand avec toi? Il est sur Montpellier? Ouais, il est à Montpellier, je sais pas ce que je peux dire. Il coach l'équipe de France d'escrime. Oui, Donc, bah ça j'avais vu. Ah, c'est à Montpellier qu'ils font ça. J'avais pas suivi que c'était à l'équipe de Montpellier. France d'escrime est en ce moment en stage à Montpellier. Ok. Du coup, il est là et Ouais, parce qu'à l'INSEP, quand je vais à l'INSEP, je le vois souvent, bah, justement, avec les filles de l'escrime. Donc. ouais, c'est ça. Du coup, on en profite pour s'entraîner ensemble et tout. Ça me fait un mec super balèze à essayer. Ouais. Ouais. Et bah ça roule. Et bah merci Pierre. Et puis au plaisir. Je vais essayer à un coup de pouvoir acheter un truc en drop-in, mais bon, faut que faut que je tombe au bon moment. Ouais, Quoi, voilà. parce que... Il faut s'accrocher comme dans le sport. Ouais, bah, c'est plus pour soutenir. Ouais, ça marche. Merci Rudy. Salut Pierre. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.